bien, salut Théo, comment ça va ? Salut, comment ça va François ? Très bien, je suis très heureux de t'avoir dans le podcast. Tu m'avais invité sur ta chaîne en début d'année, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je suis ultra content de t'avoir dans Serial. On va parler de ton parcours, de Kudak, de toutes les choses que vous avez réalisées ces derniers mois, ces dernières années. Parce qu'au final, Kudak, c'est assez récent, mais vous avez quand même bien cassé le marché. Donc ça va être intéressant de creuser et d'en savoir plus sur toi. Bah, c'est un régal, merci beaucoup de m'inviter en tout cas. Moi, je sais pas si tu sais, mais je commence toujours avec le parcours. Et là, forcément, je personnalise un peu, mais de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi. Ouais, alors, mon environnement... Bah, en fait, j'ai grandi à Versailles déjà, moi, donc avec tout son lot de stéréotypes qui sont en grande partie vrais, pour toute la partie... c'est une ville qui est très religieuse, tu vois, où tu vas à la messe. Bon, moi, j'ai pas grandi tout le temps à Versailles, j'ai arrivé quand j'avais 7 ans, donc j'ai pas des parents qui étaient extrêmement pratiquants et qui m'ont emmené à la messe tout le temps, mais ça rentre dans le stéréotype et c'est vrai. C'est-à-dire que toutes les écoles là-bas, ce sont des bons établissements, mais qui sont des établissements catholiques. Donc j'ai eu ce premier environnement. Et ensuite, j'ai grandi dans un endroit où... j'ai grandi avec beaucoup d'amour, tu vois, d'un point de vue foyer familial, qui est une vraie force en vrai. Je me rends compte en rencontrant des gens qui n'ont pas forcément reçu ce genre de choses-là, que sur la confiance en soi, et pas mal de choses dans la vie, ça aide énormément. Et sur l'environnement de Versailles, j'ai grandi dans un environnement globalement dans lequel il n'y avait pas de conflit. Je me suis rendu compte après. C'est parce que j'étais très mal à l'aise dans tous les conflits. J'ai dû un peu apprendre à parfois les générer, à mieux les vivre, etc. Et donc j'ai eu en fait une enfance assez paisible, sans trop de remous, pas de galère, quoi que ce soit. Donc en fait, j'ai pas trop rencontré de challenge particulier. Le seul truc difficile dont je me souviens à l'échelle de mon enfance, adolescence, quoi, c'est quand j'ai eu des mauvaises notes au bac. Tu vois, c'est au bac de français. Pour moi, c'était le drame de l'époque. Ouais, okay. Pour te dire, j'étais vraiment dans un petit verre d'eau dans lequel il n'y avait pas beaucoup d'ouragan, quoi. Tu te souviens un peu de tes premières passions, des premières choses qui t'ont intéressé ? Ouais, moi ça a toujours été le sport. En vrai. Ma première grosse passion, c'était le tennis, dans lequel j'étais persuadé jusqu'à même très tard que j'aurais pu être pro, alors que je n'ai jamais été dans un programme, quoi que ce soit. Quand j'avais 15 ans, j'étais sûr, hein, je voulais être joueur professionnel. Mais j'ai jamais été meilleur que pour ceux qui connaissent 15-2. Donc à un moment, quelqu'un aurait pu me le dire, et mes parents ont fini par me le dire. Mais donc non, ça a toujours été le sport. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait du basket. Aujourd'hui, je fais beaucoup de MMA. Je suis tombé dans les sports de combat. Et donc ça a été ma première passion. Et sinon après j'ai eu énormément les jeux vidéo. Mais pas les jeux vidéo type j'ai une PlayStation assez tard, ou même ordinateur, etc. Moi j'ai beaucoup joué à Nintendo DS en fait. Et donc j'ai beaucoup grandi avec Nintendo. Same team. Voilà. Avec du Zelda, du Pokémon, du Mario Kart et tout. Et vraiment beaucoup de Pokémon. Et donc ouais, je passais beaucoup de temps tout seul dans ma chambre. Et donc tes premiers idoles, c'est plutôt des sportifs du coup ? Ouais, ça a toujours été des sportifs. Ça a été Zidane évidemment comme tout le monde. Normal. Et sinon... Ouais, non, écoute, honnêtement, c'était des sportifs. Hein. Même, je me rends compte, j'avais pas forcément d'idole dans le tennis, particulièrement. J'admirais beaucoup les footballeurs parce que ça restait l'aura globale, les trucs que tu partageais avec la famille. Donc pas très original. Mais ça s'arrêtait à Zidane en fait pour ce que ça représentait, tu vois. Genre, je me rappelle quand tu pleures, en 2006, je sais pas si tu te souviens, 96, 97. Ouais. On avait cet âge où ça nous touchait. Ouais, exactement. Je pense que c'est une des premières compétitions vraiment qui nous a touchés. Ouais, où tu te souviens, tu réalises un peu l'attachement que t'as à une équipe. Et où t'as des souvenirs sur certains matchs. Ouais. Et où t'étais foncièrement triste. Ouais, c'est le moment. Ouais, et puis tu comprenais pas en fait. Ouais, t'es déçu. Mais bon, bref, donc non, vraiment sport. Ok, et du coup, au moment de tes études, tu fais le choix de faire une prépa et ensuite d'aller à HEC. Comment t'es dans quel état d'esprit à ce moment-là en fait ? Tu te dis j'ai envie absolument de faire ça, ou est-ce que potentiellement t'hésites entre plusieurs écoles ou Alors, je pense que de toute façon, tous les gens qui ont pris des décisions post-bac sur des prépas ou des trucs comme ça, ils peuvent te dire que c'était la leur. En vérité, il y a toujours un facteur extérieur qui très souvent est les parents. Ouais. Ou alors une idée que tu t'es construite de ce à quoi allait ressembler ta carrière, qui est souvent un peu comme un enfant qui te dit qu'il veut être un pompier. Tu vois, genre, tu connais pas du tout le métier, mais ça t'excite. Et donc moi, ça a été juste un stage de 3e que j'ai fait à TF1, chez mon père à l'époque, qui bossait dans la pub télé, donc il était directeur commercial. Et je me souviens avoir beaucoup kiffé l'ambiance open space, c'était ma première interaction avec, que depuis j'aime plus du tout, hein, vraiment, c'est devenu l'extrême inverse. Et je sais pas, j'avais kiffé l'atmosphère en fait. De ce truc-là, c'était assez indescriptible. C'était un peu chelou, tu vois, de rêver d'open space, c'est pas forcément un truc pas 13-14 ans. On évolue aussi, on grandit. Ouais, voilà. Donc j'étais resté sur cette idée-là de trouver une façon d'y accéder à ce truc. Je me suis dit, bon, j'étais dans un lycée qui était pas dégueulasse, un collège d'abord qui était pas dégueulasse, puis un lycée où tu savais que tu pouvais avoir des opportunités sympas derrière.
Donc je me suis dit, il faut que j'aille vers le truc qui a le plus de chances de m'envoyer dans un truc similaire. Et donc pour moi, ça a été la prépa, vu que j'étais pas mauvais en cours en terminale. J'ai toujours été moyen, mais sauf en terminale où j'étais bon. Et où j'ai pu du coup avoir une prépa sympa. Sur la dernière ligne droite. Ouais, parce qu'on pense être la dernière ligne droite, mais qui n'est pas. Ouais, de toute façon, t'as toujours l'impression que c'est la dernière ligne droite. C'est clair. Prépa, t'arrives en école, tu dois recharbonner pour avoir des stages, ça s'arrête jamais. Ok, est-ce que tu peux me raconter un peu justement ton parcours à HEC? T'as fait une vidéo assez récemment sur le sujet. Hier. Exactement, que j'ai streamé fort ce matin. Déjà. juste avant notre podcast. Et du coup, tu détailles justement comment ça fonctionne de l'intérieur. Parce que c'est vrai, quand on vient pas d'HEC, on a tous les a priori, entre guillemets, potentiellement, de ce qu'on sait sur HEC, c'est-à-dire une des meilleures écoles, peut-être la meilleure école. Beaucoup d'entrepreneurs sortent d'HEC. Moi, je m'en suis rendu compte aussi en allant interviewer des entrepreneurs, c'est que je me rendais compte que beaucoup venaient de HEC. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours dans cette école? Ouais. Ce que je trouve marrant d'ailleurs avec tous ces entrepreneurs qui viennent d'HEC, c'est qu'on le réalise tard parce que j'ai l'impression qu'ils le cachent en fait. Je trouve ça assez bizarre. C'est comme un peu un truc où t'as pas envie de te faire juger. Même tu te rends compte à HEC, d'ailleurs, c'est un des apprentissages que dès le démarrage, même avec la vision de ta famille, tes amis, etc., on t'apprend que, moi c'était dans ma culture de famille, il faut pas trop montrer, tu vois, que t'as fait HEC parce que sinon les gens ils vont te juger, etc. Et en fait, tu penses qu'au démarrage, ça part d'un bon sentiment, c'est quelqu'un de super, il a pas envie d'étaler son succès. Moi, je vois ça comme l'extrême inverse en fait, c'est-à-dire que je pense qu'en te mentionnant le fait que j'ai fait HEC, tu vas te sentir inférieur. Et en fait, les gens que j'ai vu le plus essayer de cacher qu'ils avaient fait HEC, c'est les gens qui avaient souvent les plus gros boulards de attends, non, mais faut pas que je lui montre que je suis supérieur à lui, je préfère juste le savoir dans ma tête. Donc sur ce point-là, c'était un des apprentissages sur un des trucs que je raconte dans ma vidéo, c'est exactement le fameux boulard des HEC. En fait, il est pas du tout uniforme, il est très disparate. C'est-à-dire qu'il y a 1%, le top 1% ou le bottom 1%, ça donc comment tu le définis, qui est très fier et très arrogant du fait d'avoir fait HEC, mais d'une façon assez qui va pas te le montrer dans ta gueule, mais qui va être un peu suffisant. C'est-à-dire c'est un petit peu de la supériorité, mais discrète. Et donc il a beaucoup, qui donne ce nom au boulard des HEC, et le reste du campus l'a pas du tout. Donc ça fait mauvaise pub à la majorité des étudiants. Et au global, mon expérience à HEC, j'ai eu une expérience qui était chronologiquement pas du tout pareille. Sur les 2 premières années où tu arrives dans un univers qui est totalement nouveau, et tu viens d'un moment où tu as optimisé tout ton temps pour le travail, en prépa. Donc tu es submergé de trucs, et en fait tu as du mal à retrouver du sens, en fait quasiment, parce que tu as plein de choses, et toi tu as été habitué à avoir un seul truc et bosser pour une seule chose. Mais donc rapidement tu te fais dans le rythme, et tu te rentres dans la culture des soirées, du bar, etc., des assos, et honnêtement j'ai passé des super années. La première année était excellente. Et ensuite il y a un petit point de rupture qui a été mon échange à Los Angeles, qui a été super bien, mais qui m'a un petit peu fait tomber le rideau, tu vois. C'est la vitre qui s'est brisée. Quand je suis rentré, j'ai vu un petit peu la façon... j'aime beaucoup analyser de toute façon les trucs comme ça sur la valeur sociale des gens, c'est quoi les interactions, comment tu montes, comment tu descends dans la pyramide. Et en fait, tu vois ce jeu. Et peu à peu, en fait, mon expérience à HEC, qui est un petit peu le sentiment que j'ai aujourd'hui quand je le vois avec le recul, a été submergée par cette vision-là. C'est-à-dire que je n'en retiens... Enfin, pas quasiment que, mais une grosse partie de ce que je retiens, c'est ce que j'ai découvert sur les relations sociales en fait à HEC. Sur des gens dont tu sais à peu près tous qui vont avoir des responsabilités dans des entreprises. Tu sais que tu as eu une chance assez fine, peut-être 0,1% qu'il y ait un Premier ministre ou un président, c'est faible, hein, tu sais pas si ce sera ta promo, mais peut-être il peut y en avoir un. Et donc du coup ça crée plein de choses où tu apprécies HEC et tu découvres qu'en fait tout est construit pour que, sans que tu t'en rendes compte, tu tires un maximum de valeur de ce qu'ils ont construit pour toi. Parce que les gens vont te dire au démarrage, les cours HEC ils sont super. Tu vas apprendre des trucs de ouf et c'est ça qui va faire que tu vas avoir un avantage sur le marché du travail derrière, parce que tu as eu des intervenants de bâtards. Ça n'est pas le cas. Honnêtement, quand tu compares, c'est peut-être 5% mieux, parce que c'est quelqu'un de stylé qui te l'apprend, mais sinon il n'y a pas grand-chose. En vérité, les deux choses, les deux grosses choses que tu vas chercher à HEC, c'est ton réseau et ton exposition à l'ambition. Donc ton réseau, c'est pour ça que toutes les assos, etc., en fait, les gens n'ont pas des excellentes notes au cours, mais ça pose pas problème à l'administration. Ils savent très bien que t'es pas là. T'es là pour rencontrer des gens, vivre des trucs forts avec eux, et t'en rappeler longtemps. Et l'autre chose, c'est l'exposition à l'ambition. C'est-à-dire que ton entourage a un niveau moyen d'ambition qui est bien supérieur à la moyenne. Et donc tu vas régler nécessairement ton curseur dessus. Et ce qui a fait que dans la vie derrière, c'est ceux qui font les plus grosses boîtes, c'est juste parce qu'ils savent que c'est possible. T'as des gens comme eux qui ont déjà fait. Et ce qui est d'ailleurs la chose une des raisons pour lesquelles plein de personnes pourraient monter des boîtes brillantes mais le font pas, c'est parce que juste il y a personne de comme eux qui l'a fait. T'as pas de représentativité.
Donc bref, bon, je suis parti un peu loin dans mon truc. Non, mais c'est intéressant d'avoir en fait des rôle modèles qui du coup te permettent en fait de dire je peux le faire. Et ça c'est hyper important. Ouais, et c'est marrant parce que j'en parlais. J'ai un coloc qui est vietnamien et qui me racontait, on allait voir Shang-Chi ensemble, le Marvel, et il disait que ça lui avait fait un truc bizarre. Donc c'était la première fois qu'il voyait vraiment un héros asiate et qu'il était fier. Et au début, j'ai pas trop compris. Et après, je me suis dit putain, mais en fait c'est vrai. Imagine si tous les Marvel que j'étais allé voir c'était que des héros asiates. Ça peut être un super film. En termes d'identification, c'est différent. Et c'est pour ça qu'en fait, avoir des rôles modèles, juste de représentativité, ça ne te donne... Enfin, je veux dire, ça t'apprend rien de concret. Ça va t'apprendre comment avoir du succès. Ça va juste ouvrir une petite case dans l'esprit que tu pourras aller pénétrer quand tu auras envie. Et j'ai trouvé ça assez stylé, en fait, de comprendre qu'HEC l'avait fait pour moi. Et qu'en fait, ce truc-là, si tu devais le monnayer, ça vaut beaucoup d'argent, tu vois. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont bien compris et te le font payer bien cher à l'entrée. Ouais, exactement. T'as parlé d'une année à Los Angeles, où t'as notamment été joueur de poker professionnel. Alors, c'était pas à Los Angeles. Ok. Mais j'ai découvert le poker. Quand est-ce que ça démarre, justement, cet intérêt pour le poker ? Alors, cet intérêt pour le poker... il démarre de la façon la plus... Le tout début, mais qui n'était pas le moment où j'ai vraiment pris le truc au sérieux, c'est juste que j'ai fait un poker avec des potes et je me suis fait poutrer, ça m'a saoulé. Donc j'ai tapé comment être bon au poker sur YouTube. Exactement comme j'ai tapé comment faire du Facebook Ads quand j'ai voulu monter mon agence. Et donc je suis tombé un peu dans le truc qui m'a beaucoup plu sur l'aspect mathématique et probabiliste surtout. Parce qu'en fait, tu as plein de leçons du poker qui sont hautement pratiques. Parce que c'est une très belle allégorie de la vie en fait, c'est-à-dire d'avancer dans un jeu avec des informations manquantes. C'est-à-dire que disons qu'on s'engage dans une relation commerciale ensemble, tu as un ensemble d'intérêts que je ne connais pas et que je peux découvrir, mais il y en a certains que tu me diras jamais, tu vois, des intérêts cachés. Et le poker, ça t'apprend à prendre des décisions en conditions d'incertitude. Et rapidement, j'ai trop kiffé ce truc-là, parce que en fait, les gens ont l'impression que c'est un peu de la magie. Les gens qui connaissent pas le poker, ils pensent toujours que c'est quoi, du bluff, des maths, ils calculent tout. En fait, non, c'est juste, tu te dis... Bon, écoute, parmi les cartes que la personne en face de moi peut avoir, il y a ces mains-là qui sont fortes, ces mains-là qui sont pas ouf, ces mains-là qui sont moyennes, ces mains-là qui sont pas ouf. J'estime qu'il y a plus de chances qu'ils soient situés où. Et par rapport à ça, je peux te faire une mise qui va être optimale pour me rapporter sur le long terme le plus d'argent possible. Et donc ça t'apprend aussi c'est quoi la notion d'espérance et la notion de variance. Donc, c'est-à-dire que l'espérance, c'est en moyenne combien tu vas gagner sur un jeu. Donc si tu jettes une pièce, que tu gagnes 1 euro sur le côté pile, et tu perds 1 euro sur le côté face. L'espérance de jeu, c'est 0. Parce que si tu jettes la pièce, il y a 50% de chance d'un côté ou de l'autre, c'est 0. Et maintenant, si je déséquilibre un tout petit peu la pièce, ça veut dire qu'en fait, 51% du temps, elle va tomber sur la case qui me rapporte de l'argent, et ben j'ai une espérance positive. Et donc, je dois jouer beaucoup à ce jeu. Et donc, tout le défi de monter une boîte, tu vois, genre de construire une activité rentable, c'est de ne prendre que des décisions sur lesquelles il y a une espérance positive. Donc, tu vois, ça s'appelle être EV+, donc Expected Value supérieur à 0. C'est-à-dire qu'en moyenne, tu vas gagner de l'argent sur le long terme. Ce qui t'explique aussi que parfois, il y a quelque chose qui s'appelle la variance, c'est que je peux lancer ma pièce 10 fois de suite et je peux avoir 10 fois pile. C'est possible, tu vois, statistiquement. C'est très rare, mais c'est possible. Et donc, tu as des gens en entrepreneuriat qui n'ont pas de chat, tu vois. Ça existe. Vraiment, tu as des gens qui sont brillants mais qui n'ont pas de chat. Oui, donc il y a un facteur aléatoire. Totalement. Et ça t'apprend à l'accepter et pas t'en plaindre. Et ça, j'ai beaucoup aimé et c'est pour ça que je suis tombé dedans et qu'ensuite j'en ai vécu, mais c'était en Australie, à Sydney, où ça s'est fait juste après que j'ai quitté mon stage en agence. Qui a été un petit peu l'acte fondateur de Kodak. Ouais, on aura l'occasion d'en parler. Mais du coup, il y a un vrai parallèle entre le poker et l'entrepreneuriat. Est-ce que les meilleurs joueurs de poker sont potentiellement de potentiels très bons entrepreneurs ? Voilà, c'est une bonne question. Je réfléchis à si j'ai des exemples. J'ai pas l'impression. Moi, le seul exemple de joueur de poker, c'est Patrick Bruel. Hein, donc ouais. Ouais, donc tu peux qualifier que d'entrepreneur. Encore. Oui, exactement. Ouais. Mais en fait, non. C'est intéressant parce que même s'ils ont cet avantage-là, en fait, tu vois, cette stratégie avec les chiffres et tout, pour appliquer des stratégies optimales, comme quand tu fais de la data analyse, il faut une grosse quantité de data. Le problème quand tu lances une boîte au démarrage, c'est que tu n'as pas de cette grosse quantité de data. Donc en fait, pour prendre des décisions optimales, c'est pas forcément évident d'appliquer la théorie des jeux à ce que tu fais. Et en fait, un des gros problèmes, ce que j'ai remarqué chez les joueurs de poker pro, c'est que c'est exactement la même démographie que les gamers pro. Donc c'est des gens qui ont une aversion globale et moyenne pour les relations sociales. C'est pas des gens qui prennent du plaisir à être avec des gens, tout court, qui aiment bien bosser tout seul. Et ensuite, c'est des gens qui ont besoin de prendre leur temps, tranquille, d'évaluer c'est quoi la meilleure décision. Et l'entrepreneuriat a ce besoin de vélocité
qui, je pense, explique qu'il n'y a pas tant d'entrepreneurs joueurs de poker. On ira chercher des stats. Ouais, j'aimerais bien en trouver. Putain, désolé si j'ai oublié des gros. Hein. C'est clair. Pour revenir à cette année à Los Angeles, du coup, qu'est-ce qui se passe sur cette année? Qu'est-ce que tu apprends justement sur les relations sociales? Il se passe un changement d'environnement total que toute personne qui est partie pendant plus qu'un mois, je pense, aux États-Unis est capable de constater, c'est que tu découvres ce que c'est, que t'aimes ou que t'aimes pas, le mindset américain. Un peu moins de jugement en face-to-face et en direct, parce qu'ils jugent tout autant, mais plus tard dans le process, c'est-à-dire qu'ils sont un peu superficiels et t'es mon pote, mais derrière, pas grand-chose. Et en fait, tu découvres que t'as un sentiment global qui est peut-être particulier à Los Angeles aussi, qui est un peu la ville d'Hollywood et tout, tu vois, que tu peux un peu devenir n'importe quoi. Et je sais pas comment c'est possible parce que j'ai pas vécu, j'ai vécu la vie étudiante américaine, mais j'ai pas fait des trucs de dingue, tu vois, j'ai pas essayé de monter des boîtes ou quoi. Mais t'as un peu cette vague de légèreté les gens ils viennent à Los Angeles pour percer et changer leur vie. Et tu le ressens, j'ai trouvé là-dedans. Et donc ça m'a pas mal ouvert l'esprit. Sur le fait de découvrir un peu des nouveaux trucs, tu vois, c'est là où j'ai commencé la salle de sport, parce que là-bas c'est une religion. Si tu vas pas à la salle de sport, les gens ils comprennent pas. Je me souviens, j'ai commencé à faire de la boxe là-bas parce que je faisais de la boxe avant. Ils me demandaient combien de fois j'allais à la salle de sport par semaine. Je lui ai dit que j'allais pas. Il fait non mais combien de fois tu vas, enfin combien tu fais du sport et tout, genre en fait c'était une case qui était pas c'est pas normal, qui était pas activée. Pour eux c'est normal. Donc ça m'a beaucoup plu. Et en fait tu as un petit peu un droit au rêve là-bas, tu vois. Qu'en France on casse assez rapidement, très tôt, tu vois, sur le fait que tu peux pas devenir tel truc, et tout. Et tu le ressens sans forcément avoir des exemples de gens qui t'ont brisé tes rêves. Et j'ai beaucoup apprécié ce truc-là. Et quand je suis rentré, j'étais un peu triste de pas le retrouver, tu vois, sur le campus. Et c'est pour ça que la vitre, elle s'est un peu brisée. C'est parce que j'ai découvert qu'en fait, si j'avais envie de revivre un truc comme ça, il fallait que je le recrée, quoi. Ouais. Et du coup, on n'a pas parlé de ton expérience en Australie de stage qui a été marquante pour toi, où vraiment t'as été pris pour un peu une merde, quoi. Ouais, franchement, j'ai ma part de responsabilité dans cette affaire aussi. Okay. Quand même, dis-moi. Et c'était, chronologiquement, du coup, ça se passe 1 an après Los Angeles. Je suis rentré sur le campus, j'ai fait un semestre, j'ai fait ensuite un petit stage à Paris sur 6 mois, donc 6 mois. Et je m'en vais à Sydney faire le stage de rêve dans une agence digitale qui fait de l'acquisition en ligne, du Google Ads, du Facebook Ads. Exactement ce que je veux faire. Des trucs très cool. Et je découvre l'envers du décor. À savoir qu'il y a une importance démesurée à l'explication des résultats plutôt qu'au temps qu'on passe à en apporter. Donc tu as beaucoup de gens qui demandent de faire des reportings pour montrer que ça marche pas en fait. Donc, ce qui est plutôt que de passer du temps à comprendre pourquoi ça marche pas. C'est la première chose. Ensuite que le travail d'agence est un travail où la façon dont c'est construit de façon classique, donc 99%, faut qu'il y ait quelqu'un qui se fasse enculer. Soit c'est ton client, soit c'est le stagiaire que tu fais travailler plus pour justifier des taux horaires importants. Mais il y a toujours quelqu'un qui se fait baiser dans l'affaire. Et donc ça m'a un peu démystifié le truc. Et ensuite j'ai découvert que je pouvais être très mauvais dans quelque chose. Ça m'a fait peur parce qu'en fait, c'est aussi une autre chose d'HEC, c'est qu'on t'apprend que peu importe où tu vas aller, tu vas marcher sur l'eau, tu vas être au-dessus. Et là, j'étais nul, tu vois. Et c'est très dur à accepter. D'autant plus que ça avait été confirmé par mon maître de stage à l'époque, qui m'avait dit que les HEC d'habitude, ils apportaient plus que ça. C'était ça la phrase. Ah ouais. Qui fait en fait que te provoque un peu un syndrome de l'imposteur. Ouais, clairement. Surtout que moi, j'avais bien réussi mes concours, disons. Donc j'avais quelque part dans un coin de ma tête le fait que potentiellement la moyenne des étudiants était meilleure que moi. Donc évidemment, ça n'a pas aidé, cette remarque-là. Et donc suite à ça, je suis resté 1 ou 2 semaines de plus après ce point feedback-là avec le manager. Et j'ai fini par partir sur un coup de tête, honnêtement, qui n'était pas une décision rationnelle du tout, où je supportais plus. Et donc je suis parti comme un sagouin, j'étais parti faire un festival qui s'appelle Ultra Music Festival, peut-être que certains connaissent, c'est un gros festival. Un truc, ouais. Et donc devant Martin Garrix qui était en train de jouer de la musique, j'ai shooté un mail comme une merde le dimanche soir pour dire que je ne serais pas là le lundi matin. Et je suis pas revenu, ce qui était une décision conne mais qui a bien tourné. Enfin, je pense que ça avait plus de chance, tu vois, on parlait de V et d'espérance. Je pense que l'espérance était négative de ce choix-là, mais je suis tombé du bon côté de la pièce où ça m'a refilé un peu d'énergie pour monter des trucs, quoi. Est-ce que c'est pas l'élément déclencheur ? C'est totalement l'élément déclencheur. Mais tu vois, maintenant je suis en train de questionner, je l'ai beaucoup raconté cette histoire, tu vois. Et je me demande si c'est pas devenu en fait, un événement de storytelling. Et quand est-ce que c'est compliqué de trouver une date de démarrage, même si les médias adorent trouver
Et les messages marketing aiment beaucoup, tu vois, il s'est passé ça, ensuite il a fait ça, tout est logique. C'est souvent sur des expériences similaires, tu vois. Voilà, c'est ça. De salariat qui s'est mal passé. J'ai pas kiffé la vie de CDI. Je passais mes heures à faire des cafés, enfin, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est très compliqué, je trouve. En fait, parce que c'est le bordel, tu vois. T'arrives à y donner du sens 2, 3, 4 ans après, où tu comprends, ah ouais, putain, j'ai peut-être réagi comme ça parce qu'il y a eu ça. Et sur le moment même, rien n'a de sens en fait. C'est le bordel, t'as quitté ton stage, j'ai pas validé mes semaines. Oui, à ce moment-là, tu le vois pas comme un élément déclencheur. Tu te dis, putain, personne valide ta décision. Qu'est-ce que je vais faire après, quoi, potentiellement. Ouais, t'es un tocard. Surtout que je croyais foncièrement depuis plusieurs années que c'était vraiment ça que je rêvais de faire. Quoi. À l'étranger, du digital. Et donc en termes d'état d'esprit, après, t'es comment et qu'est-ce qui se passe sur les mois qui suivent? Bah, je reste un petit peu à Sydney, où je me dis que je vais essayer de vivre du poker parce que j'avais quand même continué un peu à travailler mon jeu et je passais beaucoup de temps au casino. J'essaie. Et je finis par devoir rentrer parce que à un moment il fallait sortir un peu du rêve, tu vois, revenir quand même. J'allais reprendre les cours et puis j'étais quand même aidé par mes parents financièrement, tu vois, sur le logement et tout, et donc j'allais pas me faire payer à rien faire. Enfin, tu vois, genre, le poker pour eux c'était l'équivalent de rien faire. Donc j'ai fait ça, je suis rentré, j'ai continué à essayer de jouer un petit peu au poker, qui en fait était un peu mon exutoire, tu vois, ma rébellion, de me dire personne fait du poker, je vais faire du poker, je vais leur montrer à ces cons, tu vois. Là. Et ça a fini par pas trop me plaire dans le mode de vie. Et ensuite, je matais beaucoup, et je mate d'ailleurs toujours beaucoup de contenu sur YouTube. Et c'était l'époque où les dropshippers arrivaient de partout. Donc, j'en ai jamais fait du dropshipping, mais par contre j'ai bien aimé la partie Facebook Ads qui était mentionnée dans ces vidéos. Donc j'ai commencé à essayer de toucher à ce truc-là. J'ai aidé un pote de la famille à faire gratuitement des campagnes. Puis il a commencé à me payer. Et ensuite, j'ai commencé à avoir un autre client, etc. Je l'ai fait en accéléré. Hein. Et puis globalement, c'est comme ça que Kudak est né assez rapidement. Quoi. Ouais, ça a démarré assez naturellement. Pas de storytelling de ouf. Exactement, mais t'inquiète pas, on est dans la transparence ici, pas forcément du storytelling. Mais du coup, comment ça se passe ces premiers mois et notamment le moment où tu dis, ok, cette activité que tu démarres en freelance, c'est ça. Hein. À quel moment tu dis, ok, ça peut devenir une boîte et ça peut devenir une grosse boîte, tu vois. Ça devient... Honnêtement, il y a une grosse partie de chat au démarrage, c'est-à-dire que la personne que j'ai aidée, en fait, il se trouve, quand elle a compris que ça fonctionnait, elle m'a filé tous les budgets. Tu vois, elle m'a dit, écoute, attends, vas-y, c'est rentable, vas-y, mais je te mets tout. Donc c'était un booster. Et donc c'est ça. Ça a été un booster de le premier truc qui fonctionne. Ça, c'est grisant quand t'as une chose qui fonctionne. Ensuite, t'as la première fois que tu gagnes de l'argent avec un truc que t'as fait sans l'aide de personne. Ça, c'est encore plus grisant. Claire. Et comme le truc m'a permis quand même d'aller pousser le truc assez loin en termes de budget, puisque à l'époque, je me rémunérais avec un pourcentage de la dépense. Publicitaire, c'est un modèle assez classique chez les agences, et je prenais à l'époque 10% de la dépense. Et il y a des mois on dépensait 100 000 balles. Tu vois. Donc moi je viens de me faire virer de mon stage, enfin je suis parti mais j'allais me faire virer, je gagne plusieurs mois de suite 10 000 euros par mois. Et donc là ma vision elle change, tu vois. C'est un peu compliqué de revenir à des modèles où tu vas te faire fouetter pour gagner 3 000 balles par mois quand t'as goûté à ce truc là. Donc rapidement tu goûtes et t'as envie de plus, tu vois, t'as encore faim. Ouais. Et donc j'ai eu la chance, je pouvais vivre grâce à ce truc là. Et j'ai essayé entre temps, du coup je me suis dit c'est tranquille, j'avais quasiment automatisé le truc, c'était sublime, parfait. Donc j'ai essayé de faire une marque de vêtements aussi qui n'a pas fonctionné. Entre temps en me disant comme tout le monde, tu sais mais je réalise que tout le monde a fait une marque de vêtements. Et je pense que c'est parce que t'as pas de barrière à l'entrée en fait. Ouais. Tout le monde pense qu'il suffit d'être bon en marketing, mais en fait ils se rendent compte que le marketing du vêtement c'est le plus dur des marketings de tous. Et tu peux lancer une marque comme tu veux sur internet, quoi. C'est comme du drop. Et voilà. Et donc après, je suis allé chercher un autre client qui m'a payé 100 euros par mois, donc un petit peu moins. Et après, j'ai découvert que tous les clients n'étaient pas comme le premier que j'avais eu. Et qu'il fallait construire une agence, une image sur LinkedIn et tout. Ouais. Et tout s'est accéléré. Ce qui est intéressant, c'est que ça, du coup, t'es rentré dans ce game-là via Facebook Ads, mais très rapidement, t'as voulu te lancer en fait dans plein d'autres sujets et devenir vraiment une agence globale. Et en plus, tout ça, c'est hyper récent parce que on est sur 2019-2020, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est 2020 la création de Kudak. 2020, donc Le freelance, c'est 2019. Ouais, donc c'est assez récent. Est-ce que ce que j'aimerais revenir, c'est il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sortent d'HEC qui créent un modèle plutôt start-up. Toi, tu as créé une agence, mais avec quand même un modèle un peu start-up. Ouais. Alors c'est assez compliqué de se dire qu'est-ce qu'un modèle vraiment start-up. Mais dans la croissance rapide, le fait d'acquérir des boîtes, etc., tu vois,
Ouais, bah, je pense que c'est peut-être la bonne partie des trucs que j'ai pris d'HEC. Mais en revanche, le fait de. Parce que moi, ce que j'assimile à une startup très simplement, qui est une faute de définition, mais c'est le fait d'avoir levé des fonds, hein, ce qui globalement aujourd'hui te qualifie comme grosse croissance ou pas. Et innovation aussi un peu. Voilà, innovation, levée de fonds. Plus souvent levée de fonds qu'innovation, mais bon, bref, on pourra en discuter. Qu'est-ce que l'innovation? Ça part en couille. Ça dérape. Non, mais en fait, moi, j'ai toujours eu ce truc-là de. Aux yeux d'HEC, je montais une épicerie en fait. Une agence, ça n'existe pas. C'est bootstrap, donc ça veut dire que ça n'a pas levé de fonds. Tu peux pas scale avec une agence. Non, tu n'es pas visible, le magazine il s'en branle, t'as pas de mentor, t'as pas d'advisor célèbre. Tu vas pas lever de fonds. Tu vas pas faire une licorne, ils pensent que c'est pas ambitieux. Et ça l'est moins que c'est vrai qu'une licorne, enfin en absolu. Oui. Et donc du coup j'ai toujours eu ce truc là de en fait finalement je montais une boîte parce que je suis parti dans le master entrepreneur, c'était un petit peu l'objectif, mais ils étaient pas contents que je monte cette boîte. Genre ils auraient aimé que je fasse autre chose, que je fasse un truc plus grand. Donc la partie startup, en fait je pense que j'en ai gardé parce que je suis très inspiré par tous les entrepreneurs. Startup, ça reste aujourd'hui mes idoles sont, enfin idoles entre guillemets, mais les gens que j'admire le plus sont des gens qui ont fait des trucs beaucoup d'impact, qui ont changé des marchés et tout, etc. Et j'ai essayé de remettre dans la mesure du possible, et avec le budget limité que j'avais, ce genre de composante de forte croissance dans ma boîte. Et donc ça fait que être ouvert à tolérer un risque un peu plus important, je pense que les concurrents qui montent un business d'agence qui est souvent monté en fait comme c'est des business rentables, c'est des business linéaires, tu vois. Tu vas être rentable et tu vas jamais dégrader ta rentabilité, tu vas grossir tant que tu peux faire grossir ta renta. Moi j'admets que parfois je peux être tapé dans mon EBITDA, avoir pas forcément beaucoup de mois de trésor sur le compte, plus pour m'amuser, prendre des risques et essayer de faire un truc sympa. Et donc c'est peut-être ça le truc le plus start-up qu'on a chez Kodak, quoi. Ouais, je pense que c'est une croissance forte, tu vois. Et en fait, plus que la croissance forte, c'est le fait de, tu vois, lancer des verticales au fil des mois, oui. Des nouvelles activités, tu vois, assez rapidement. C'est-à-dire de ne pas se reposer sur son métier, entre guillemets, tu vois. Potentiellement, tu aurais pu continuer à juste faire du Facebook Ads, etc. Et c'est ça que j'appelle un peu, tu vois, le modèle agence traditionnel, entre guillemets, versus un modèle plutôt start-up. Ouais, qui a d'ailleurs probablement été une bien meilleure décision pour mes revenus personnels. Non, mais c'est clair. Parce qu'après, derrière, tu commences à recruter, donc tu as de plus en plus de charges, donc tu as de plus en plus aussi de pression, entre guillemets, à aller signer des contrats. Et après, on sait aussi les périodes, justement, entre la signature et le moment où on est payé. Donc, comment tout ça, tu vois, ça avance, justement, sur ces premiers mois d'activité, Kodak. Comment est-ce que tu vois ça? Ouais. En fait, je vais pas te dire que j'avais un grand plan au démarrage. Non, mais je pense que personne n'a de grand plan au démarrage. Ouais. En fait, l'appétit vient en mangeant. Ouais, surtout que, en fait, je sais juste que j'ai jamais trop regretté le fait d'avoir bien baissé ma REM, parce que quand tu passes de freelance à agence, j'ai mis 18 mois à regagner ce que je gagnais, peut-être entre 12 et 18 mois, j'ai pas la date exacte, mais à regagner mes 10 000 euros par mois, tu vois. Donc ça m'a pris un peu de temps. Et j'avais 20 employés, quoi. Donc ça a pris un peu de time sur ça. Mais sur les premiers mois de Kodak, en fait, ce qu'on a essayé rapidement de trouver, c'est comme j'étais beaucoup influencé par les contenus d'Oussama, j'avais quand même capté 2-3 petites notions de product market fit et tout. Et donc, j'avais qu'une seule obsession, c'était de trouver une façon différente de faire ce que faisait tout le monde. On a trouvé un positionnement assez vite, en fait, qui était la performance publicitaire via de la créa. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va passer la majorité du temps à essayer de réfléchir à quel élément publicitaire on va montrer à l'utilisateur plutôt que comment est-ce qu'on va le diffuser d'un point de vue achat média. Et qui nous a beaucoup porté au début, avec en parallèle le fait que j'en parle beaucoup sur LinkedIn, qui nous a créé de l'attraction organique. Et ensuite, rapidement, j'ai juste pris... en fait, je suis devenu de plus en plus fort à comprendre dans quel sens soufflait le vent. Au bout de quelques années, et là, maintenant, je commence à bien voir. Ça ne veut pas dire que le vent ne va pas s'arrêter quand tu as mis ta voile, mais au moins, je vois dans quelle direction ça pousse. Et donc, j'ai en fait juste bougé ma voile, tu vois, de Kodak, juste pour prendre un peu les bonnes vagues à chaque fois. Et c'est pour ça qu'on arrive à quand même soutenir un peu une croissance sympa sur quelques années. Enfin, 2 ans et demi, qui n'est pas énorme, mais sur plusieurs mois. Et donc, tu vois, ça s'est traduit. Bon, j'avais mon agence de media buying. Ok, bon, bah écoute, j'ai rajouté une brique créa, un studio créa qui s'appelle Le Labo, qui existe maintenant en fait en stand-alone, qui a été en fait rapidement dans l'équation et qui aujourd'hui vit sa propre trajectoire, mais au sein de Kodak. Ensuite, on a vu quoi? On a vu que LinkedIn est un truc assez porteur. Avec Linker, du coup. Ouais, c'est ça. Le problème, c'était que c'était pas des clients e-commerce qui étaient ceux qu'on servait principalement. Donc, on allait chercher un fondateur qui s'appelle Mathieu, qui est incroyable et qui a pris le sujet, qui l'a retourné là. Ça fait 10 mois maintenant qu'on a créé l'agence et c'est un carton. Et j'ai jamais vu ça. Ça va beaucoup plus vite que Kodak au démarrage. Et ensuite, le dernier, c'est TikTok.
et où on aide les marques à s'implanter dessus avec 9 16e. Donc ça devient un peu le bordel aussi, c'est qu'il faut que je trouve une nouvelle façon d'expliquer mon positionnement, parce que maintenant il y a 4 agences dans Kodak. Ouais, c'est un groupe d'agences. En fait. C'est ça. Et donc en fait, tu parlais des premiers mois. Le premier mois, en fait, c'était comprendre, tu vois, je prenais mon doigt comme ça, je regardais, attends, non, c'est pas par là. Et donc ça a été de trouver ce premier vent, quoi. Ouais. Et ce que tu expliques, c'est que dans une des interviews que tu as fait, c'est le fait que le business plan au démarrage, ça n'a aucun intérêt, mais par contre, très rapidement, je ne sais plus à quel moment, mais potentiellement au bout d'un an, enfin, dès que tu es en mode croissance, il te faut un business plan pour pouvoir avoir un plan, en fait, justement, et pas te planter, quoi. Ouais, je suis d'accord, c'est pas moi qui l'ai inventé, évidemment. Oui, bien sûr. Mais tu l'as cité dans une interview. Oui, et surtout, je comprends. Ce qui est génial, en fait, avec tous les contenus entrepreneuriaux que j'avais consommé avant de monter ma boîte, c'est que je leur trouve un nouveau sens tous les 6 mois, en fait. Sur le BP, par exemple, c'est une connerie de dire que les business plans, ça sert à rien. Ça, c'est une connerie monumentale. Surtout, ne faites pas ça. Mais comprenez juste pourquoi est-ce que les gens peuvent dire à un moment que les business plans, ça sert à rien. C'est parce qu'un business plan, ça te crée pas de traction sur ton produit. Donc, si tu commences à faire une boîte en te disant, voici mon plan, c'est du temps que tu perds à essayer de trouver un truc qui convient à ton client. Mais pour le coup, ça devient très important à un moment. Il faut le voir venir, en fait, ce moment-là. Parce que nous, on a eu des problèmes financiers, justement, parce qu'on n'a pas eu de business plan jusqu'à... on enregistre du coup là en octobre 2022. Le premier business plan, c'est mars 2022. Donc 2 ans d'existence. On faisait déjà quasiment 200 000 tu vois, de revenus mensuels. Et on a commencé à capter qu'il y avait des phénomènes financiers très classiques, de délais de paiement, qui sont normaux, de retard de facture, de fait tu dois embaucher pour soutenir de la croissance. C'est là aussi où, en étant une boîte bootstrap, en fait, tu es obligé d'être un nazi de la gestion. Et je le suis devenu trop tard. Je ne le suis jamais d'ailleurs devenu. J'ai juste pris quelqu'un qui est mon maître là-dessus et qui me fouette. Qui est son métier. Maraf Agathe, voilà, que j'embrasse. Et donc, les business plans, en fait, c'est pas que ça sert à rien ou que ça sert à quelque chose. À un moment donné, c'est important, quoi. C'est ça. C'est qu'en fait, il faut juste comprendre. Mais c'est comme tous les trucs. Moi, je trouve que Oussama, c'est un mec qui est pas bien compris parce que les gens prennent tout ce qu'il dit pour des absolus. C'est un peu le biais qu'il ait été gourouifié. Ce mec, c'est que du coup, ça tue le sens critique de ce qu'il raconte. Et il a raconté des trucs super intéressants. Il a raconté aussi des conneries. Mais ce qui est important, c'est que dans les deux cas, que ce soit intéressant, enfin que ce soit des choses vraies ou des conneries, la réflexion derrière est super intéressante. C'est pour ça que je trouve ce mec brillant. C'est parce que tu peux toujours te resservir en comprenant le raisonnement pour lequel il a amené les choses, de nouveaux éléments que tu vas rajouter. Ok, bah tiens, je rajoute une nouvelle data, donc hop, son raisonnement il prend un sens différent. Donc le business plan, ça devient utile à tel endroit. Et je suis sûr qu'en plus, si tu allais voir Oussama à la fin des conférences où il disait le business plan ça sert à rien, et que tu lui présentais la situation où toi tu avais besoin d'un business plan, il t'aurait dit non, mais fais un putain de business plan. Ouais, c'est clair. Et donc à côté de ce modèle groupement d'agences, il y a un modèle qui est ultra fort, c'est ton branding. Sur lequel tu as énormément bossé, j'imagine. Tu as lancé au départ ta chaîne YouTube, où tu publiais des vidéos assez fréquemment. Comment est-ce que... quelle a été ta stratégie, tu vois, sur YouTube et sur ta création de contenu au global? Parce que t'es aussi présent sur TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn. Comment est-ce que tu as articulé tout ça, tu vois, en termes de process créatif, à te dire ok, il faut que je fasse des vidéos sur YouTube, que je les décline sur les réseaux en termes de listing de sujets, etc. Tu vois. Alors ça c'est le truc on a compris, je dis on parce que j'ai une équipe maintenant qui s'occupe de ce truc là. Plus tard ce qu'on avait construit, tu vois, le sens de ce qu'est une marque personnelle et quelles sont les caractéristiques de cet actif que tu construis et comment est-ce que tu peux l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Et par exemple un truc que ça ne t'apporte pas, c'est de la satisfaction client évidemment. Donc il faut rapidement le comprendre parce que tu as plein de boîtes qui sont mortes parce que le mec qui avait fait sa marque personnelle, il a toujours cru que c'était le levier numéro 1 de croissance. Et ça l'est au démarrage, mais ça ne le devient plus au bout d'un certain temps. Nous, aujourd'hui, c'est le bouche-oreille qui ramène les clients. Et c'est parce que, à un moment, tu as tellement de clients que c'est beaucoup plus efficace de les satisfaire un tout petit peu plus que de faire un post supplémentaire par semaine. Donc pour reprendre l'histoire, en fait, moi j'ai commencé par LinkedIn à la base. C'est marrant parce que tout le monde pense que j'ai commencé par YouTube. Donc je finis par me dire que c'est celui qui doit avoir le plus d'impact sur les gens finalement, YouTube. Alors que j'étais gros sur LinkedIn avant d'être gros sur YouTube. Et encore, je suis toujours beaucoup plus gros sur LinkedIn que sur YouTube. Ouais, c'est vrai. Et donc ça m'a donné la première confiance parce que LinkedIn, en fait, c'est toujours d'ailleurs une opportunité de ouf de se faire remarquer par les prospects. Et parce que c'est un super arbitrage en fait de temps passé et de résultats obtenus en termes de reach organique, donc la portée d'un post quand tu ne paies pas de pub. C'est une opportunité de ouf. Et j'ai rapidement pris goût à l'exercice. Donc je suis tombé dans tous les clichés des posts qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui avec quelques années de retard et qu'on voyait déjà à l'époque, mais moins parce qu'il y avait moins de créateurs de contenu.
mais qui fonctionnait et qui avait le mérite un petit peu exactement comme quand t'as tes premiers résultats sur Facebook Ads ou tu touches ton premier billet sur un truc que t'as fait toi-même. Quand tu fais ton premier post sur LinkedIn qui touche des gens, et bah t'es drogué en fait, rapidement au truc. Donc j'ai fait ce truc-là et rapidement mon objectif ça n'a jamais été d'être un influenceur LinkedIn, ça a toujours été de mettre ce truc-là au service de ma boîte et c'est Bien pour sûr. ça que je pense que j'ai vu des gens arriver sur LinkedIn avec des croissances de ouf, genre Thibault Louis par exemple, qui en fait dont le métier est d'écrire des posts LinkedIn, qui est un freelance que vous connaissez peut-être. Lui c'est un mec, il est arrivé comme un putain de TGV parce qu'il y avait un domaine dans lequel il pouvait aller qui était plus copyrighté, un peu plus tu vois dans les standards de LinkedIn, vers lequel moi j'étais pas prêt à aller parce que ça m'aurait fait du reach mais ça m'aurait pas fait des clients. Et ce qui est terrible avec ça, c'est que tu n'as jamais de façon véritable de le démontrer, tu vois. En fait, ça se trouve, peut-être que je rallie 10 fois plus vite avec ce truc-là, mais je suis convaincu que je préfère faire un post qui fait 50 likes mais qui parle de Facebook Ads que de raconter comment j'ai frôlé le burn-out, tu vois. Faire du storytelling voilà. et faire 1000 likes. Et donc, ça a commencé par LinkedIn. LinkedIn m'a donné un petit peu ce truc-là. Et ensuite, rapidement, j'ai compris que, tu vois, t'avais beaucoup de gens qui étaient présents sur LinkedIn, mais quand tu prends LinkedIn, intersection YouTube, il y a personne. Il y a personne. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, je pense que ça a bien pris. C'est pas parce que j'étais bon sur LinkedIn ni parce que j'étais bon sur YouTube, parce que tu regardes mes contenus sur les deux, il y a des gens qui me poutrent facilement sur les deux. Mais c'est juste, mais vraiment, mais même des gens en plus dans ma niche, hein, tu vois. C'est-à-dire que je suis loin d'être le meilleur sur maths et mathématiques à chaque fois. Mais le fait d'être présent sur les deux, ça m'a donné un positionnement différenciant. Ouais. Et du coup, j'ai compris, ok, 2 ça marche, vas-y, bah tu sais quoi, je vais mettre TikTok, je vais mettre du podcast aussi. Et j'essaie de rajouter plein de trucs. Et maintenant, c'est ça ma martingale en fait, c'est d'avoir cet écosystème qui fait que tu peux pas dire, ah, c'est un youtubeur, ah, c'est un influenceur. Et le seul truc que tu es obligé de dire, c'est un entrepreneur. Ouais, et c'est comme ça que je combats en fait ce truc d'être un influenceur LinkedIn ou quoi. Et je voulais terminer sur le dernier truc parce que tu parlais du groupement d'agences avant. Le positionnement groupement d'agences de Kodak, qui est assez récent, vient du fait que cette marque personnelle existe. Hein. C'est parce que c'est un actif que je peux utiliser à pleine puissance. En fait, plus j'ai de boîtes. C'est-à-dire que si j'ai une seule entreprise, je vais rapidement être limité, c'est-à-dire que je peux faire plein de reach, mais à un moment, j'ai pas un nombre incalculable de prospects. Tu vois. J'ai plus de gens qui me suivent que de gens qui peuvent potentiellement être mes clients, mais genre beaucoup, la magnitude est énorme par rapport à du B2C. Et plus, à chaque fois que je lance une nouvelle agence, je crée un nouveau produit, et donc je peux facilement créer de la traction en fait pour un truc qui se lance. Donc c'est pour ça qu'on veut répéter l'opération autant de fois qu'on veut, parce que ça va pas faire scaler une agence de 100 à 300 000 par mois, 400 000, 500 000 par mois. Mais par contre, je peux faire très très vite le 0 à 1 en fait. Et ce qu'on veut faire maintenant avec les agences qu'on lance, c'est de faire de 0 à 100 000 de MRR en 12 mois. Et ça, on l'a fait sur Linker, on va le faire là, la fin de l'année. Et on peut le faire parce qu'il y a cet actif-là que je peux réutiliser, parce qu'il y a aussi évidemment tous les process, mon équipe admin que je peux mettre à disposition, tous les trucs qu'on a appris sur les agences de service, et qu'on peut remettre à disposition. Et parce qu'on a compris en fait que ce truc-là, putain, attends, mais ça marche pas que sur Kodak, ça marche sur plein d'autres choses, etc. Le défi maintenant, c'est juste de trouver une ligne directrice entre les trucs pour pas dénaturer la brand. Et ça, c'est un autre challenge. Exactement. Mais en tout cas, ouais, ton branding a donné une force de frappe à Kodak et au groupement d'agences, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu penses pas justement que ces dernières années, il y a de plus en plus d'entrepreneurs justement qui explosent leur branding et qui justement ont un branding plus fort que leur boîte, mais ça apporte tellement à leur business en fait. Ouais, c'est une question intéressante. Parce que c'est toujours le piège. Et on a tous des exemples en tête de gens qui ont... Où le branding dépasse, tu vois. Ouais, et je pense qu'en fait, la barrière que je veux pas dépasser, c'est celle de faire du business qui n'est pas lié à Kodak. Et j'ai pas mal d'exemples, tu vois, d'entrepreneurs que je respecte beaucoup. Mais par exemple, il me semble que Pauline Léniaud, à un moment, avait lancé une formation sur je sais plus comment lancer un podcast, etc. Et je me dis, c'est un cap qui est extrêmement rentable, qui cultive ta marque personnelle à balle, mais à Gemio, ouais, ça n'apporte rien. On oublie un peu le... Et en fait, c'est un choix qui est totalement respectable. C'est juste que en fait, tu rentres dans une sphère qui est un petit peu différente et qui est un super choix stratégique, mais qui n'est pas celui qui va faire grossir le plus ta boîte. Le temps que tu as alloué à faire ce truc-là, tu aurais pu l'allouer différemment. Et ça, c'est la barrière que je veux pas passer. Ok, super intéressant. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est du coup le côté agence, puisque je monte aussi une agence à ma petite échelle actuellement. Qu'est-ce qui est le plus important selon toi quand on crée une agence, tu vois, que tu aurais aimé avoir comme tips au moment où tu as lancé Kodak? C'est quoi pour toi vraiment les trucs clés, tu vois? C'est marrant parce que du coup on doit le refaire. Enfin, tu vois, cet exercice en relançant des agences, donc ouais. Je dois me reposer la question et j'ai eu tort pas mal de fois. En fait, j'ai essayé de faire différemment de ce qu'on avait fait sur le démarrage. En fait, faut pas. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que faire une agence de 0 à 100 000 de CA mensuel, du moins pour nos types d'activités similaires à peu près, ça revient à signer des clients, hein, c'est tout. Tu signes des clients
Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, ce que tu veux à terme, c'est de la satisfaction client. Mais pour avoir de la vraie satisfaction client, il te faut un échantillon de data qui est énorme. Il te faut plein de gens que tu es capable de servir, de découvrir qui tu peux mieux servir que les autres. Et c'est là où avoir une marque personnelle, c'était trop cool. C'est que j'avais un flow beaucoup trop gros de gens qui voulaient bosser avec moi par rapport à ma bande passante disponible. Et donc j'étais sans arrêt, en fait, j'ai abreuvé de trucs. Et donc énormément de feedback qui fait qu'on a pu avoir une courbe d'apprentissage assez rapide. Et donc, je dirais qu'il ne faut jamais oublier de vendre dans une agence aussi. Tous les moments où tu descends un petit peu, tu crois que c'est un problème de quelque chose. Non, c'est souvent un problème. Tu n'aurais pas eu le problème, tu ne te serais même pas posé la question en fait si tu avais mieux vendu. C'est clair. C'est le premier truc. Et ensuite, ça laisse place tranquillement au bouche à oreille. Et en fait, aujourd'hui, au stade où on en est avec Kudak, investir en acquisition client, c'est investir en satisfaction. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le coefficient de viralité. C'est combien de clients te rapporte un client. Et aujourd'hui, avec le nombre de clients qu'on a chez Kudak, donc 140, peut-être, tu vois, un truc comme ça, 130, 140, si j'augmente de 10% mon taux de référol, donc les clients qui m'en réfèrent un autre, c'est une magnitude énorme. Et en fait, souvent, tu peux dire, je vais faire quoi ? Je vais faire un programme avec des incentives, etc., ce qu'on a. Mais en vérité, le truc qui fait que les gens ils parlent de toi, c'est juste que tu leur fais du bon taf, quoi. Et donc, on s'est reconcentré, tu vois, après avoir eu les difficultés financières là, de début d'année, sur se dire, écoute, arrêtons de parler des bidas, on s'en branle, etc. On va commencer par se concentrer sur le truc qui est le plus important. Est-ce que les gens qui bossent avec nous, ils seraient prêts à dire à d'autres gens de bosser avec nous ? Et là, on s'est posé les vraies questions. Ok, super intéressant. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Kudak ? Oui. Alors, aujourd'hui, nous sommes 49 dans l'agence. Exactement. Pas que des CDI, nous, on a des alternants. Donc, je crois que tu dois avoir 41 ou 42 CDI, un truc comme ça. On va faire à peu près 300 000 de MRR ce mois-ci, donc en octobre, sur 4 agences. Donc, Kudak, le labo qui fait la créa, Linker et 9/16e. Donc en fait c'est 49 personnes qui sont pas dans une seule équipe, qui sont dans plein d'équipes différentes. On aimerait bien notre objectif c'est de faire 10 millions d'euros de CA annuel, donc 833 000 d'MRR d'ici fin 2023, donc ça va être assez dodu. Le road to 10 million. Road to 10 million, le fameux là, je sais qu'il y a quand même j'ai regardé un des premiers épisodes, mais je pensais que j'allais le faire en 2022 à un moment. Oui, ouais, exactement, ouais, ok. Parce que j'avais pas compris ces trucs de finance en fait. Que tu peux pas grossir aussi vite que tu veux quand t'as pas levé de fonds. Donc ça c'est un autre conseil que je donnerais à quelqu'un, c'est ok de pas regarder la compta au démarrage. C'est ça que le modèle startup du coup est pas forcément atteignable. Ouais, c'est ça. Donc, difficilement. Donc faut faire attention, faut bien comprendre sur quel terrain t'évolues. Donc jette quand même un petit œil à ton compte bancaire très souvent. Ok. Et du coup les objectifs futurs, outre les 10 millions, tu vois, est-ce que vous avez d'autres activités sur lesquelles vous voulez vous lancer ? Ouais, on en a plein. Écoute, je suis en train de bosser sur des trucs dont je peux pas encore parler parce que j'ai pas encore eu les go des gens. Mais on va lancer, je pense, 6 ou 7 agences en 2023 sur des thématiques qui sont connexes en fait à ce qu'on a déjà chez Kudak, qui sont pas sous la marque Kudak, ce sera des nouveaux noms. Ça sera même pas en fait des Kudak qui possèdent les parts, ce sera les associés de Kudak qui ont une participation dans la boîte des gens. Et en fait, on va les pimper ces gens-là avec plusieurs choses. La première, c'est l'expérience. La seconde, c'est la notoriété et la crédibilité. Et la troisième, putain, j'avais mal appris mon pitch. La troisième, c'est quoi ? Non, je suis con, c'est les clients, évidemment. Ouais, c'est qu'on peut rapporter les clients, tout simplement. Donc c'est un peu un agence studio, quoi. Un agency studio. Ouais, et mon gros défi, moi, c'est de réussir à pas perdre mon focus là-dedans, tu vois, d'être très très focus sur ce que je fais et de faire en sorte que ça se passe à côté, que j'apporte ce que je peux apporter. C'est-à-dire que je vais jamais créer de l'attraction pour quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à essayer de trouver les bonnes personnes et apporter que mes assets, tu vois, mes actifs. Ok. Ce sur quoi t'apportes de la valeur, finalement. Exactement, les trucs que j'ai construits, quoi. On passe à la partie bilan de cette aventure. C'est quoi pour toi ce qui a été le plus difficile ? Parce qu'on parle, tu vois, des bonnes choses, tu vois, de cette belle croissance, des bons chiffres, mais qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi ? Plusieurs. Le plus difficile mentalement, c'est quand tu as des problématiques financières, parce que c'est les seuls qui te retirent le sommeil. Et surtout, tu te sens très très con. En fait, imagine la honte d'avoir planté une agence, tu vois. Planter une agence, c'est chaud, tu vois. C'est-à-dire, tu as une boîte rentable par construction, et tu l'as plantée parce que tu savais pas gérer un cash flow. Et pourtant, ça arrive tout le temps, quoi. Ouais. Et tu vois, en fait, moi, j'ai même pas tant d'exemples que ça. Même aujourd'hui, tu vois, des agences plantées, je connais pas tant que ça. Juste des agences de mecs qui ont abandonné, quoi. Mais planter parce que mourir sur sa croissance, tu vois, un autre truc a dit Oussama, je t'écoute à quel point c'est painful parce que t'as des regrets, quoi. Et ça, c'est chaud. Donc, c'est ce premier truc. Ensuite, les moments les plus durs, c'est quand tu dois. J'ai dû accepter un moment que j'étais pas bon en recrutement, tu vois, et que j'ai dû bosser dessus. Et
c'est très très dur parce qu'en fait, quand tu t'es construit un peu une identité de. J'ai tout fait bien au début, tu vois, j'ai eu beaucoup de chats en fait au démarrage et j'ai cru que j'étais bon. Et ça, c'est encore un autre truc sur la variance et l'espérance, etc. C'est que parfois, juste la pièce, elle est tombée sur pile les 3 fois du début. Je me suis dit, allez, je suis trop chaud. Et ce changement d'identité qui vient avec le fait de comprendre une remise en question de compétences, qui pour moi était le recrutement et qui aurait pu être plein d'autres choses, sur la finance, était assez similaire, est très très dur. Et je me suis posé une question très simple là-dessus, c'est est-ce que tu écouterais les conseils de quelqu'un avec ton expérience sur le recrutement? Et à un moment, j'ai dû me mettre en face du miroir. Non. J'ai pas assez de success story. J'ai pas assez recruté de personnes. Et c'est là où accepter d'aller demander de l'aide, pour moi, ça a été le truc le plus dur. Donc de relire des bouquins, reparler à des gens. Ouais. Donc ça, c'était un autre truc. Mais c'est globalement, en fait, toutes les remises en question qui sont pas juste des remises en question de compétences, mais de personnes. Bien sûr. Ça, c'est chaud, ça. Et tu m'as parlé de recrutement, et en termes de management, comment ça s'est passé aussi, de passer d'entrepreneur à manager, tu vois? Ouais, j'évite au possible. Là, non, je suis une tanche aussi en management. Je suis vraiment pas bon. Et en plus, tu as aussi ce refus du conflit, donc potentiellement sur du que j'ai plus management. Maintenant, j'ai même le biais inverse, c'est-à-dire que je vais trop dans le conflit. C'est ça. Tu fais que du conflit. Non, mais tu sais, j'ai tendance un peu à grossir. Parfois, quand je vois un problème, j'ai poussé un petit peu trop loin quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je sais pas si tu connais un peu Ouais, ce maxime en recrutement. Ouais. Alors ça, c'est pas vrai. Putain, moi, je suis pas d'accord avec ce truc. Il faut pas suivre son instinct. Non, si, en fait, il faut suivre son instinct, mais l'instinct, c'est pas un monolithe. L'instinct, c'est un truc. T'as un très bon instinct sur peut-être le marketing, tu vois. Je pense que j'ai un bon instinct sur qu'est-ce qui va fonctionner d'un point de vue communication, mais j'ai pas un bon instinct sur quel est le copywriter que je dois recruter chez Linker. Le futur crack. Mais putain, mais j'en sais rien. Enfin, il faut comprendre à un moment. Et même chose, est-ce que tu aurais écouté l'intuition de quelqu'un avec ton expérience? Probablement que non, si tu étais honnête avec toi-même. Donc, sur le management, j'ai rapidement compris que j'étais pas très bon et que j'ai pas forcément envie de devenir excellent. Donc, j'essaie d'avoir maintenant, j'ai la chance d'avoir des intermédiaires quasiment partout. Et des gens qui sont plus en fait des chefs de business unit chez moi, donc la personne qui gère Kodak, la personne qui gère nos labos, etc. Qu'en fait je suis une aide entrepreneuriale, tu vois, c'est des entrepreneurs avec lesquels je bosse, donc je ne vais pas leur dire quoi faire. D'ailleurs, je dis à personne quoi faire. Donc c'est pour ça que je suis content d'avoir créé un petit peu ce petit climat qui me va bien, de pas avoir j'ai beaucoup de mal en fait à gérer, tu sais, à comprendre que parfois les gens ils ont des sentiments, oui évidemment moi j'ai du mal par exemple avec le small talk, tu vois. Ok, oui, comme beaucoup je pense. Ouais, quand t'arrives dans un call et j'ai envie de il fait beau aujourd'hui. communiquer, ouais super, tu vas bien, etc. Et du coup parfois ça peut être pris comme de la froisser les gens. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis le pire c'est que je pensais que j'étais bon encore une fois en management parce que j'avais pas eu de problème. Même chose, variance espérance. C'est dans un podcast avec Anthony Bourbon où dans le podcast il me dit moi je perds pas du temps à aller dire bonjour à tous mes employés le matin, chaque matin, etc. En gros, les gens qui vont le voir lui dire bonjour, il leur dit bonjour, mais il allait pas, tu vois, voir sa centaine de salariés dire bonjour, tu vois, pour éviter les small talks justement. Et en fait, quand j'ai publié l'épisode, j'ai eu plein de réactions sur ça en mode non mais il est super hautain tu vois. Et en fait quand tu contextualises, il avait plus d'une centaine de salariés à l'époque. Évidemment chaque matin tu vas pas aller voir tu vois tout le monde, etc. Enfin c'est plus difficile que quand t'as une équipe de 20 personnes. Donc ça m'a fait penser à ça, tu vois. Ouais. C'est vrai, je sais pas, moi j'ai pas de locaux donc. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Je ne pourrais pas. On n'a pas parlé de ça, c'est vrai que vous êtes 49 en full remote. Comment ça se passe? Comment c'est possible? Moi je me pose la question inverse, putain, mais comment c'est possible d'avoir 50 personnes en physique? Je comprends pas. Est-ce que c'est pas l'open space de TF1 qui t'a traumatisé? Putain, j'ai même pas bossé tant que ça en plus en open space dans les stages ou quoi. Mais en fait c'est un sujet, le remote, sur lequel je me tape le même mur, c'est que j'ai pas de point de comparaison. Et donc, au même titre que quelqu'un me demande putain, mais comment tu fais le remote, etc. Je ne sais pas, je sais pas ce qu'on fait bien. Pour toi, j'ai toujours vécu ça. J'ai toujours vécu ce truc-là. La chose standard, c'est le remote. Oui, pour moi, c'est le remote. Et donc, j'ai beaucoup de mal à donner des insights intéressants aux personnes qui en veulent. Parce que le seul truc que j'ai compris, et qui a l'air de ressortir de tout ça, c'est qu'en fait, tu peux pas faire du remote à moitié. Le seul truc qui fonctionne, c'est nous, on s'est jamais dit on va passer en physique, et jamais de la vie. Donc on s'est dit ça va être remote, ce sera toujours remote, faut que ça fonctionne en remote. Et je ne sais, peut-être que dans le futur, on pourra repasser cet extrait qu'on aura ouvert des super locaux trop stylés et que j'aurai changé d'avis. Mais je suis pas d'ailleurs particulièrement pour le remote, etc. C'est juste que je fais les trucs qui sont naturels. Le jour où j'ai besoin d'avoir un temps physique, je le ferai. Okay. Mais c'est pas venu, c'est tout en bas de ma priorité, quoi. La dernière question bilan, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Ce qui est une question difficile, parce que sur la fierté et tout...
parce que t'es naturellement tenté d'aller vers les chiffres. Bien sûr. T'as envie de passer pour un mec stylé en disant que t'as accompagné des gens et que t'es content de les avoir vus fleurir. Ouais. Je vais dire que je suis très content en fait de l'aventure que je suis en train de vivre. Et des gens avec lesquels je la vis surtout. C'est-à-dire que j'essaie beaucoup, dans mes recrutements, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est de m'imaginer est-ce que cette personne est une bonne addition à l'aventure, tu vois, on est en train de construire un film hollywoodien, un récit, un manga, etc. Est-ce que ce personnage aura envie de lire ce qui va lui arriver, tu vois, dans la suite du bouquin. Et c'est un bon prisme qui explique toutes mes erreurs de recrutement en fait, précédentes. Et comme j'optimise, en fait, c'est pour ça qu'on est un petit peu, à la fois on a une boîte bootstrap qui a de la croissance, et j'adore la croissance, je suis super content de faire Road to 10 Million et d'expliquer comment on grossit. Mais j'ai découvert que j'étais pas aussi accro à la croissance que ce que je pensais. C'est-à-dire que j'ai quand même un petit plaisir dans le chemin que je fais. Et donc je dirais que le truc dont je suis le plus fier, c'est d'avoir pu créer une aventure dans lequel je m'éclate, et j'ai embarqué des gens, j'ai un équipage qui est cool, tu vois, genre, ça, c'est important. Et on s'amuse bien. Mais tu vois, je me demande si c'est même pas un peu standard en fait ce truc-là, tu vois, les gens créent des aventures. Après, c'est pas parce que c'est standard que c'est pas bien. C'est vrai. J'ai un peu cette aversion. Chaque réponse ne peut pas être. Merde, j'ai pas sorti un truc unique. Tu vois. Si tu cherches à chaque fois à sortir des trucs uniques, ça va être dur. Ouais. C'est ça. C'est bien. Et effectivement, c'est une réponse qui peut. Désolé, je vais te décevoir, mais c'est une réponse qui revient assez fréquemment. Bah ouais. Et je me dis en fait, je sais pas. Le remote, en fait, c'est aussi pour ça, je pense que je suis assez accroché au remote. C'est pas parce que j'estime que c'est mieux que le physique, parce que j'ai vraiment envie de réussir une grosse boîte en remote. Et que je manque de points de référence. Je sais pas s'il y a des exemples aujourd'hui, tu vois, en France de. Je pense qu'il y en a, mais je suis un peu malhonnête. Très grosse boîte en full remote, tu vois. Mais c'est une bonne question, je pense. Mais c'est un bon point que tu mets. Parce que j'ai fait il y a pas longtemps un petit test qui s'appelle le MBTI, que tu connais peut-être. Un test de personnalité. Ah oui, ok, yes. Qui m'a été recommandé d'ailleurs par. Pas par Thibault Louis, mais par l'assistante de Thibault Louis qu'on partage ensemble. Et qui te donne en fait des profils de personnalité. Et dedans, il y avait un putain de truc, c'est que. Il disait, t'essaies tout le temps d'être différent des autres. Et donc c'est super intéressant que tu dis ça, parce que même je me rends compte quand je fais des vidéos YouTube, quand je fais des trucs sur Instagram ou quoi que ce soit, je me dis toujours quel est l'état de l'art. Comment je peux avoir un truc qui sort du lot. Et tu te rends compte aussi parfois quand tu pousses le truc à l'extrême, être différent pour être différent, c'est pas être différent. C'est cette phrase d'enculé à la Van Damme, mais en fait tu peux pas essayer de se construire contre quelque chose. Tu vois, être contre, c'est soit être en opposition, soit être en appui sur. Tu es contre une porte, contre un mur, etc. C'est-à-dire si tu retires le mur, tu tiens plus debout en fait. Donc finalement ta différenciation elle n'existait pas. Donc la vraie façon de devenir différent, ce que on essaie de faire, tu vois, du coup, depuis que j'ai réalisé ce truc-là, de converger vers ce truc, c'est en fait de pas du tout regarder en dehors, tu vois, et d'arriver naturellement à une différence. Ouais. Et les trucs qui nous différencient vraiment, tu vois, le remote, on y est arrivé naturellement. On n'est pas arrivé parce qu'on a dit putain, le physique c'est de la merde, on va se foutre en on va être disruptif. Et donc ça devient une différenciation. Ok. C'est intéressant parce que ce podcast, c'est un peu de la psychologie aussi, hein, tu vois. Tout est de la psychologie de toute façon. Quand on avance au fil des questions, au départ, effectivement, on est sur un peu plus de storytelling forcément au départ, et après au fil des questions on commence à creuser un peu plus ce que t'as fait et qui tu es, quoi. Et du coup on peut passer à l'avant-dernière partie sur les rencontres et l'entrepreneuriat. Et j'ai une question à chaque fois qui est intéressante, c'est le fait de me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure. Alors, je sais qu'il y en a plein qui ont marqué ton aventure, mais potentiellement m'en citer une qui a été, tu vois, particulièrement importante dans ton évolution et celle de Kudak. Ouais, alors j'en ai 7. J'en ai 7 parce qu'on a fait 7 épisodes dans Lève tes chaussures au moment où je te parle. Ouais. Lève tes chaussures, du coup, c'est un podcast. C'est ton podcast, ouais, dans lequel on sur parle YouTube. Dans un canapé. Et en gros, on met tellement d'efforts en fait dans ces trucs-là financiers et de temps que et pour recevoir quelqu'un, en fait, on est là pour s'abreuver. Et donc, du coup, mon cerveau se force à tirer des leçons à chaque fois. Et donc, j'ai une leçon en fait par invité, des trucs qui m'ont profondément marqué, qui changent un peu ma vie derrière, la façon dont je fais les choses. Sur les premiers, bon, je sais pas, il y aura peut-être 4 épisodes qui seront sortis, dont un qui n'est pas encore sorti. Mais donc, le premier, c'était avec Damien Morin. Damien Morin, c'est un mec qui a fait Save, qui avait eu 350 employés, même beaucoup plus d'ailleurs. À sa remise de diplôme, il avait 350 employés. Donc un mec qui avait connu la croissance, il sait ce que c'est.
Et donc lui, c'est quelqu'un qui a aussi derrière vécu l'enfer, tu vois. Genre, quand sa boîte elle s'est pété la gueule, c'était la star de la Startup Nation. S'est pété la gueule, il se faisait enculer par les investisseurs, etc. Horrible. Et donc c'est un mec, c'est un peu genre un sage, tu vois, l'entrepreneuriat. C'est-à-dire j'ai vécu ce que tu veux vivre, je peux te dire que c'est pas ça que tu veux. Et donc lui, c'est quelqu'un, il dit une phrase à un moment dans le podcast, c'est à un moment, tu vois, genre dans ta boîte, quand t'as mis tes budgets marketing, t'as la bonne stratégie, bah tu peux aller te reposer en fait. Et c'est un mec qui est un kiffeur parce qu'à côté, tu vois, il fait du son, il voyage tout le temps. Regardez sa story Instagram, allez vous abonner parce qu'il fout le seum. Il kiffe. Et en fait, c'est ce genre de case qui n'était pas ouvert dans mon esprit avant. Ça, c'est le premier, c'est sur Damien. Je te fais juste les 3-4 premiers, après je t'embête pas. Non, mais c'est super intéressant. Et on parlera après de ton podcast. Ah bah, avec plaisir. Le second, c'est Oussama. Donc là, Oussama, il y a plein de choses à tirer de lui, mais ce que j'ai compris pendant le podcast, c'est que le storytelling, c'est de la pédagogie. On est toujours en train de réfléchir, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit, est-ce que c'est faux, etc. Quel est le point commun à chaque fois? C'est qu'on s'en rappelle. Et je me suis juste imaginé à un moment, genre une école où en fait tout était storytellé. Ouais. Mais tu trouves une façon de storyteller les trucs parce que même les choses dont on se rappelle qui nous ont marqué, c'est où t'étais dans une histoire de ouf, etc. Et tu peux rendre en fait n'importe quel sujet de merde hyper sexy, tu vois. Oussama, moi je pourrais l'écouter parler surtout parce qu'il te fait vivre une aventure. Donc j'ai compris ce truc-là. Je me suis dit qu'en fait l'important c'est pas la véracité ou pas de l'histoire, c'est est-ce qu'elle te fait passer une leçon qui est intéressante. Ce point-là. Le troisième point, c'est Anthony Bourbon. Lui, j'ai compris que je croyais beaucoup que le moteur de fuite, tu vois, genre en fait de je veux m'extraire de quelque chose, était borné, il y avait des limites, tu vois. Et donc en fait rapidement tu converges un peu vers le milieu, tu es de moins en moins extrême. Anthony m'a montré l'inverse. Anthony, il est d'une intensité quand tu parles avec lui. Quand il est à côté de toi, mais en fait il a tellement plus d'énergie que toi que tu vois, en fait, tu prends un coup de fatigue comme ça, t'es là, putain, mais je peux pas me foutre sur son niveau. Et donc on a passé 2h30 avec lui, c'était super intéressant. Et ce mec-là, il te fait comprendre qu'en fait, être un bourrin, c'est une bonne stratégie, tu vois. Et donc ça marche. Et la quatrième personne, c'est Yomi Denzel. Yomi Denzel, du coup, dropshipper, décrié, etc. sur YouTube et tout. Et lui, c'est que la bise ne fait pas le moine. Qui est aussi un truc qu'on aurait pu dire avec Anthony. Mais c'est que, en fait, tu rencontres YouTube, LinkedIn, etc. Ton cerveau, il est pas capable de discerner que c'est que 5% de la personnalité de quelqu'un. Et que t'as plein d'autres choses. Et que ce mec-là, Yomi, c'est un mec adorable. Vraiment. C'est un mec qui est hyper décomplexé sur le fait de vouloir construire un gros truc, faire de l'argent, etc. Et ça le rend en fait hyper attendrissant, je trouve, ce truc-là. Et vraiment, tu vois, j'ai vraiment chopé des trucs de ouf de ce mec. J'ai été impressionné. Ouais, je pense que c'est hyper important. Alors tous ces points sont hyper importants et du coup merci pour ce partage, tu vois. Et j'ai hâte de voir l'épisode avec Yomi. Mais c'est vraiment de se dire qu'effectivement ce qu'on voit sur les réseaux, tu vois. Et là on parle des créateurs plutôt business. Mais c'est vrai que tous les créateurs de contenu, on parle par exemple, tu vois, récemment de Lena Mafouf, qui a lancé son podcast récemment, tu vois, qui a subi énormément de harcèlement, tu vois. Ouais, c'est chaud. Hein. Et ça, c'est ouf, tu te dis, enfin, c'est dingue, quoi. Genre, Et c'est marrant parce que toi, je t'ai trouvé assez fidèle à l'image que j'avais quand on s'est rencontrés. Du coup, c'est quoi le message derrière? C'est que c'est rare, déjà. Okay. Mais parce qu'en fait, tu perçois... En fait, je pense qu'on écoute ton podcast, les auditeurs, ils le savent, que tu t'es intéressé, c'est fluide quand tu parles, etc. Tu poses des bonnes questions. Et je sais pas, je veux dire douceur, tu vois. Je sais pas si c'est une... C'est un compliment, je le prends. Ouais, non, et c'est assez véridique en vrai. Donc. Ouais, je pense, tu vois, c'est le fait d'être moi-même aussi bien sur le podcast et en dehors du podcast, tu vois. J'ai pas deux personnes. Ouais, y a pas de. Ouais, exactement. Tu mets pas un. Ouais, c'est ça. mais ouais, c'est intéressant. Et du coup, pour revenir à ton podcast, tu l'as créé il y a quelques mois. Comment est-ce que tu as eu l'idée de créer ce podcast vidéo et de dire, alors déjà j'adore le nom, enlève tes chaussures. Ouais. J'adore le concept en mode c'est pas un format one-to-one, c'est un format où vous êtes toi, tes associés ou collaborateurs, je sais plus. Associés. Et du coup l'invité. Et du coup c'est un format qui est très cool, très intéressant parce que à chaque fois potentiellement on peut y avoir des rebonds entre les 4 personnes. Et ça permet aussi de creuser. Le format est cool aussi parce que c'est en mode soirée, en mode apéro. Et du coup, ça permet vraiment de creuser encore plus en profondeur certains invités, quoi. Bah oui, c'est gentil. En tout cas, moi, ce podcast, je l'ai fait avant tout comme hobby, tu vois. C'était un hobby, vraiment. Parce que c'est pas rentable, ce truc-là. Ça coûte, bien sûr. Ça coûte super cher en termes de matos. Et peut-être qu'on va trouver des sponsors. Dieu merci, là, on en a quelques-uns qui sont préparés, qui vont peut-être faire en sorte qu'on soit moins déficitaire. Mais c'est vraiment un moment de kiff, ce truc. Et en fait, d'où ça vient cette idée ?
Ça vient de quoi? Ça vient d'un podcast qui s'appelle Impulsive, qui est le podcast de Logan Paul, dans lequel j'ai maté un épisode où j'étais tombé sur un épisode où il reçoit Dana White, le président de l'UFC, et j'avais trouvé qu'il lui faisait dire des trucs qui étaient incroyables. Et j'avais discuté ensuite avec donc aujourd'hui la personne qui s'appelle qui gère mon contenu chez moi, elle s'appelle Étienne, pardon, et c'est un ancien de Canal. Qui me parlait notamment, quand on s'est parlé la première fois, il m'a parlé du format Hot Ones. Je sais pas si tu connais. Bien sûr, j'adore ce format. Voilà, qui est génial, qui est trop bien, qui a été réimporté en France, parce qu'il avait retaffé dessus justement. Donc lui, il a participé à ce truc-là. Et en fait, ils disent qu'il se passe un truc, c'est que tu as des scénarios, des formats, des environnements, etc. Bref, des situations dans lesquelles les gens se confient et dans lesquelles les gens se confient pas. Et il y en avait certaines en commun. Et j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs choses dans lesquelles les gens se confiaient plus que les autres. La première, c'est les assemblées, parce qu'en fait, ça réplique l'effet entre potes. Donc, du coup, nécessairement, comme il n'y a pas que la personne qui parle, elle n'est pas assaillie de questions, et ça donne une atmosphère super chill. Et l'autre partie, tu vois, sur Hot One, c'était bon, on pouvait pas vraiment faire ça parce que, bref, le concept est vu, revu. On aurait dû le réadapter, j'aurais pas pu trouver de truc. C'est qu'en fait, c'est prouvé, ça se parle le coup, c'est physique, c'est que quand tu bouffes des trucs épicés, tu as envie de te lâcher. Et ça, tu le vois dans le premier épisode de Hot Ones en France avec Jonathan Cohen, à la toute fin, je trouve, il s'ouvre de ouf, tu vois, sur la masculinité et tout. C'est clair. Où c'est incroyable. Le piment te fume autant que l'alcool. Parce que t'es pas en train de réfléchir à ce que tu vas dire. Exactement. Et c'est là où tu fais tomber les masques. Et l'objectif de ce truc, qu'on n'arrive pas d'ailleurs toujours très bien à faire dans Lève tes chaussures, c'est tu as bas les masques. En mode c'est ton truc. Vous allez rajouter des piments. Ouais, on a rajouté des jeux, les jeux, ça marche bien aussi. Évidemment, t'as un peu l'alcool, etc. Ouais. Même si on a étonnamment très peu d'invités qui boivent avec nous. Oui. Donc, je pense que c'est un risque aussi à prendre, tu vois. Ouais. Quand tu te fais filmer et tout, c'est particulier, surtout pour des invités comme ça, tu vois. Ouais, sauf qui est-ce qui a le plus joué le jeu? Mathieu Stéphanie. Ah putain, j'ai pas dit, mais invité numéro 5. On a du spoil. Mathieu Stéphanie, là, il s'est pas menti. Moi, je me souviens plus de l'épisode, en fait, de la deuxième moitié de l'épisode. J'étais rôti et terrible. Et donc, du coup, on lève tes chaussures, ça vient de Logan Paul à la base. Ouais. Et c'est une réadaptation entrepreneuriale où on a un petit peu repipé le format. Et pour la petite anecdote, là, on a découvert. Donc, hier, on a tourné un épisode avec Justine Hutto. Et le matin, donc, je suis avec mon associé qui me dit je viens de découvrir un podcast australien qui s'appelle Take Your Shoes Off. Donc là, je commence à avoir chaud, je regarde, 130 000 abonnés. Le concept, c'est quoi? C'est il reçoit des gens en one-on-one et ils retirent leurs chaussures. Et là, je me suis dit, putain, la déchatte complète. Donc du coup, j'ai fait un post LinkedIn pour voir si les gens étaient chauds pour un nouveau nom. Ça n'a pas l'air de déranger les gens d'ailleurs. Non. C'est le même nom. Mais je kiffe trop. Enlève tes chaussures, c'est vraiment le voyage, tu vois, de l'aventure dont je parle. Parce qu'en fait, tout le monde se retrouve. Je ramène toute l'équipe, on invite des clients, on invite même des prospects parfois. Et juste, on prend un apéro, on passe une soirée ensemble, on termine tard. C'est un régal, tu vois, ce truc. Et je pense que c'est pour ça que peut-être que ça se voit à la caméra. Ouais, carrément. Et je pense que la problématique du nom, c'est pas du tout une problématique, puisque déjà, c'est pas du tout le même format, si c'est un format one-to-one. Et le fait d'enlever ses chaussures, tu vois, c'est quelque chose de, je pense que d'assez connu, entre guillemets, tu vois. Donc c'est cool d'avoir créé ce format. Mais je pense que le plus important, c'est d'être le premier en France à avoir créé ce format, tu vois. Si potentiellement il y avait déjà eu un podcast qui avait ce nom, ça aurait été plus compliqué, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais vous l'auriez pas fait. Je suis surpris que le podcast Assemblée, il n'ait pas été tant repris que ça en France. J'ai vu récemment, tu connais Mehdi Maizi ou pas? Bien sûr. Journaliste rap. Apple. Il fait des super podcasts en one-on-one, mais qui fait aussi un très bon podcast, qui s'appelle Mousecast, je crois. Ok. Où il reçoit 3-4 personnes et ça crée des atmosphères sympas. Et moi, je te conseille plusieurs podcasts de Ben Never. Je sais pas si ouais, oui, je suis con. Entre potes, entre mecs. Ouais. Et ça, tu vois, c'est génialissime. Genre, je suis allé le voir au Trianon il y a quelques semaines et c'était ouf. Non, mais ouais, c'est vrai que putain, il y a lui qui est un bon exemple. Kian Kojandi avec. Tu vois, il y a tout un crew, tu vois, de gens qui arrivent à faire ce format. Moi, c'est clairement quelque chose que j'ai envie de faire dans les prochains mois. En format un peu talk show, tu vois, un peu à la popcorn, mais moins informel, tu vois, un peu moins plateau, quoi. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant. Il faut que t'emmènes. Moi, je suis choqué à quel point les créateurs de contenu, les gros, ils ont mis du temps à se mettre au format podcast. Tu vois, Dieu merci, enfin Léna, tu nous as fait un podcast et t'es numéro 1, ok, c'est merde. Il faut que tu les emmènes, tu vois, avec ton agence. Emmène-les, fais-leur faire du podcast, s'il te plaît. Ouais. Parce que c'est criminel, t'as envie de les entendre plus longtemps. Ouais, exactement. Et puis merci Spotify aussi, tu vois, d'aller les chercher et d'investir aussi dans ces créateurs. Parce que la démocratisation du podcast, ça va se faire aussi par des gros créateurs. Et tu vois, aujourd'hui, la semaine dernière, j'étais au Paris Podcast Festival. Il y a encore 68% des Français qui n'écoutent pas de podcast. Et dans les 68%, il y a plus de 30% qui n'ont jamais entendu parler du mot podcast. Mais non. Si. Donc en fait, tu te rends compte que le format podcast, c'est un format de niche. Alors le podcast vidéo, c'est quand même un peu plus connu parce que c'est sur YouTube. Donc la consommation de YouTube, tu vois, elle est beaucoup plus évoluée que les formats podcast. Mais du coup, c'est super intéressant. Bon. C'est chaud parce que moi, j'avais toujours l'impression que c'était mature, en fait, le podcast. Pas du tout. Pas en France.
Aux États-Unis, oui, C'est mais facile. pas en France. Parce que même, tu vois, alors Mathieu Stéphanie, et son podcast, il date pas c'est quoi, c'est 5 ans, je crois. 2017, ouais, exactement. 5 ans, il a pris une place de ouf. Toi, ça fait 5 ans aussi que tu fais ton truc. Ouais, c'est ça. Putain, t'es dans les premiers, en fait. Je suis un peu un vieux podcasteur. Pour revenir à cette partie, on s'est un peu égaré, mais c'est pas grave. Est-ce que tu peux me citer 3 personnes qui t'inspirent le plus aujourd'hui ? Parce que tu vois, le fait d'être inspiré par des gens, ça évolue tout le temps. C'est-à-dire que potentiellement, les gens qui t'inspirent aujourd'hui, ça va pas être les mêmes qui t'ont inspiré il y a 6 mois ou qui vont t'inspirer dans 6 mois. Mais potentiellement, est-ce qu'il y a 3 personnes aujourd'hui, tu vois, tu te dis, putain, ces gens-là, c'est stylé, j'ai envie de... Tu vois, Ok. envie de faire pareil, entre guillemets. Bon, alors, le premier qui me vient en tête, c'est Orelsan. Ouais, avec le docu incroyable. Ouais, où j'aime bien l'artiste, comme j'aime bien plein d'artistes. Mais putain, qu'est-ce que c'est trop fort, en vrai. Ce qu'il a réussi à créer, ce personnage, en fait, lui, il a scalé l'authenticité, tu vois, ce mec-là, je me dis. Comment il a fait, tu vois ? Comment t'arrives à avoir une qualité de production comme ça ? C'est quand même un alignement d'étoiles que ton frère soit un vidéaste d'exception qui fasse des docus de ouf. Le truc est palpitant et en fait, tu vois l'impact réel, en fait. Tu vois, on dit beaucoup, quand tu veux faire du personal branding, tu comptes tes impressions. Alors qu'en fait, tu devrais compter l'impact sur les gens. Mais c'est impossible parce que t'as pas de métrique, c'est plus difficile. Parfois, tu peux faire un contenu. Quand tu fais un podcast d'1 heure, tu vois, 2 heures avec quelqu'un, tu l'as écouté. Si vous êtes encore là jusque dans ce podcast, si vous avez déjà écouté des épisodes de François, tu fais peut-être 10 fois moins de vues, enfin même 100 fois moins de vues qu'un youtubeur. Bien sûr. Et pourtant, le lien que tu as développé avec quelqu'un, tu vois, il y a quand même une partie quali du lien quantitatif, tu peux le mesurer. Tu as un lien plus puissant, mais sur moins de personnes. Et ce truc-là, j'ai trouvé ça trop fort parce qu'Orelsan, il a réussi à le faire sur du mass market, en fait. Avec une série où il a fait croquer tous ses potes, il a un storytelling de ouf, et ça transpire l'authenticité. C'est Tous fascinant. ses potes ont été, sont montés avec lui. Ouais, on le voit dans la saison 2 d'ailleurs. Scred, qui était quand même quelqu'un avant la première saison, Ouais. de quelqu'un dans l'ombre, mais qui a un talent de fou, qui est un bosseur de malade, quoi. Lui, directement, suite à la première saison, tu vois, beaucoup de gens se sont dit, ok, mais Scred, il est hyper chaud. Pareil, Ablai, enfin, vraiment, toute sa clique, tu vois, a été montée avec ce documentaire. Donc, c'est ça qui est super fort. C'est trop fort, c'est trop fort. Bon, ouais, Orelsan. Kylian Mbappé. Bah, je peux le dire, elle est un peu facile. Il faut être différent, tu sais. Non, mais le Kylian Mbappé, je vais me le permettre. C'est mon invité de rêve sur les chaussures. Mais il va falloir charbonner un petit peu encore pour l'avoir. Mais bon, Kylian, c'est Kylian. Kylian, en fait, moi, j'aime beaucoup les gens qui maîtrisent les médias. Et je trouve que... Oh, putain, je me rappelle d'un moment où il y avait un match où... Je crois que c'est Messi qui mettait son premier but en Champions. Et tu le vois dans l'intervention après-match. Et t'as l'impression qu'il a été briefé, mais au mot près. Il dit les trucs parfaits. Il dit, écoute, il dit à la fois, ouais, c'est un joueur important, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, il faut le mettre en confiance. Donc il sauce Messi. Mais en même temps, il transmet le message, Messi, c'est mon petit. Tu vois. C'est-à-dire, c'est moi le patron. C'est bon, et sans vexer personne. Ce mec-là, il est surpréparé. Il a un entourage de bâtard, honnêtement. Il est tu vois, c'est ultra précoce aussi. Hein. Mais il va devenir, ça va être le Français le plus connu. C'est déjà d'ailleurs peut-être le Français le plus connu du monde. Ouais, je pense. Ouais. Mais il va avoir un impact. Je pense qu'il va dépasser celui de Zidane, tu vois. Parce que il est optimisé sur tous les points, quoi. Il faut que je donne un troisième. Moi, je peux chercher dans les entrepreneurs un peu. J'ai beaucoup de mal, en fait. C'est pas rendre justice à Oussama que de ne pas citer dans les personnes inspirantes qui m'inspirent toujours aujourd'hui. Parce qu'il est un peu dans une nouvelle étape de sa vie. Et il te force en fait, ce mec-là, pourquoi est-ce qu'il dérange tout le monde ? C'est parce qu'en fait, il les force à se poser des questions qu'ils n'ont pas envie de se poser. Putain, il raconte des trucs intéressants, il a aidé beaucoup de gens, mais il est dans des affaires sombres. Tu dois penser quoi ? Et là, les gens, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont rien d'autre que leur jugement binaire pour faire les trucs. Soit c'est un trou du cul, soit c'est un génie. Et en fait, ça te force à te poser des questions. Ok, est-ce que je peux quand même avoir une discussion avec lui ? Ok, est-ce qu'on peut être pote ? Je sais pas. Et moi, ce mec-là, il m'a toujours fait me questionner, et là, il me refait me questionner de façon différente. Et j'ai trop hâte de voir s'il va réussir enfin, ce que sa nouvelle marque personnelle va devenir. Ouais, quelle va être la suite de son aventure. Parce qu'il s'est fait effacer l'autre, donc il est obligé de la recréer d'une façon totalement différente, dans laquelle il va y avoir encore plus de clivance qu'avant, parce que maintenant les gens sont décomplexés de le fusiller, tu vois. C'est devenu la mode sur LinkedIn, hein, pour faire du reach, t'as qu'à descendre Oussama. Et en fait, il te force c'est un personnage qui est trop intéressant, tu vois. Ouais, c'est clair, et puis on en pense ce qu'on veut, mais il a marqué des générations d'entrepreneurs, tu vois, ouais, c'est ça. Notamment la nôtre. Moi, je sais que quand j'ai découvert un peu
le mood startup, entrepreneuriat, etc., c'était à travers les vidéos Startup Food. C'était le nom de la chaîne, tu vois, de The Family. Je sais pas si tu te rappelles. T'inquiète que je me rappelle. Et je pense qu'on les a bien fumées, ces vidéos. Donc ça représente une époque, tu vois, un âge spécifique de l'entrepreneuriat en France, je pense. Tu vois. Mais on a du mal avec l'héritage. Oui, bien sûr. Exactement. Tu dois le respecter. Est-ce que tu dois le re-questionner quand tu découvres Et en fait, ça change pas. En fait, globalement, c'est pas forcément un truc d'héritage. On a du mal avec la non-polarité, tu vois. Y a pas les gens ont beaucoup de mal à avoir de la nuance sur les choses. L'effet gourou, c'est soit il est génial, c'est le patron, etc. On l'admire, on l'adule. Et du jour au lendemain, il peut devenir un trou du cul, tu vois. Enfin, juste parce qu'en fait, tu te rends compte que l'admiration du public, ça n'existe pas, en fait. Genre, ils t'admirent pas toi. Ils admirent une image. Un jour, tu peux être en lumière et le lendemain, tu peux pas conditionner en fait ta personnalité. C'est pour ça que je suis beaucoup de gratitude pour tous les gens qui m'écoutent, etc. Mais je sais que au premier scandale, 90% ils vont disparaître. Donc, je suis très content de les intéresser, de les divertir. Mais bref, qu'ils soient là, qu'ils soient pas là, ça sera la même chose pour moi. Ouais, exactement. Eh bien, ça va être le moment de la dernière partie du podcast, avec des petites questions rapides. À chaque fois, tu as évidemment le temps d'y répondre, mais ça va être très cool. Pas de questions pièges à chaque fois, hein, comme d'hab. Est-ce que tu as un livre à me conseiller ? Alors, je vais recommander le même. Je suis dans la 6e lecture. C'est Atomic Habits, qui reprend un sens nouveau à chaque fois que je le relis. Et franchement, lourd, super lourd. Et qu'est-ce que j'ai relu récemment qui était top et que j'ai bien aimé ? Non, oui, celui qui est génial, c'est Factfulness, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est le bouquin préféré de Steve Jobs. Ok. Sur comment prendre des décisions basées sur les faits. On m'avait déjà reco Atomic Habits, mais pas le deuxième. Ouais. Tu vois, comme ça. Atomic Habits, il commence à être connu, mais il est pas du tout surcoté. Ouais. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller ? Alors, putain, j'ai bouffé Le Bureau des légendes. Ok, jamais regardé. Oh là là là. Moi, j'avais jamais regardé aussi. J'étais vraiment en mode, tout le monde me disait c'est génial. C'est la meilleure série que j'ai matée. Sans ambiguïté, il n'y a pas photo, Game of Thrones, etc. C'est du pipi de chat. Et c'est français, je suis trop content. Ouais. Parce que c'est. Putain. Ouf. Meilleur acteur, meilleur plot. C'est parfait. C'était le. Démystifier un truc qui est super mystique. Donc, t'as un peu démystifier un truc mystique, classique. Très belle expression. Mais tu romps un peu une obscurité autour des trucs. C'est super bien écrit. Et c'est un régal, quoi. Je touche à la fin, j'ai trop le seum. Là. Je vais être obligé de regarder alors. Un épisode et tu verras direct parce que pour le coup en fait, ah oui, d'ailleurs ça m'a donné une très bonne théorie sur comment juger la qualité d'une série. C'est est-ce que tu peux partir pisser 3 minutes et avoir raté plein de trucs. Et les mauvaises séries, tu pars pisser, tu reviens, hop, tu mettais sur ton téléphone. Bureau des légendes, tu peux pas être sur ton téléphone. Ok. Ouais, donc ok. C'est un bon pitch. C'est bon, je regarderai dans les prochains jours. Si tu n'avais pas été entrepreneur, qu'est-ce que tu aurais fait ? J'aurais été sportif. Ouais. Pas bon, mais j'aurais fait du sport. Joueur de Ligue 2. C'est ça. Ligue 2, ça aurait été bien déjà. Non, Ligue 2, c'est très bien. Je vais me faire défoncer. Tu vas prendre tout le monde. Non, Ligue 2, c'est très bien. J'ai pas du tout le niveau pour ça. Ouais. Non, ok. Si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle ? Puis pour quel intérêt aussi ? Est-ce que c'est pour le kiff ? Est-ce que c'est pour un intérêt financier ? J'ai plein de réponses différentes. Ouais, je pense que moi j'irais un petit peu du côté du média. Ouais. J'aime bien. Ah putain, non, je rachèterais Ego Decrypt. Je rachèterais tout son groupe. La personne. Ouais, non, c'est d'ailleurs un vrai problème de lui. C'est le mec qui a poussé le plus loin les trucs de marque. Bien sûr. Ouais. C'est le monde, ce mec, en fait. Il y a une giga équipe derrière, mais c'est quand même son branding qui. Putain, mais moi, je sais pas comment ça va. Parce que je sais qu'en plus, il a reçu. Ils vont devoir changer de nom. Il a reçu des propositions de rachat et tout pour des montants hauts. Ouais. Et en fait, je comprends pas que tu rachètes. Tu t'es quand même basé sur un. C'est énorme l'impact qu'il a, mais c'est tellement basé sur une image. Aujourd'hui, enfin. Que. Il aura beau dire quoi qu'il en veuille. Ouais, parce que demain, Hugo Decrypt disparaît. Ouais. Et moi, j'ai le même problème. Et à mon échelle ridicule. Hugo Decrypt disparaît, est-ce que le média lui survit ? Ça va prendre 2-3 ans à construire, mais il faut qu'il commence maintenant. Et je vois pas particulièrement de différence sur le média. Donc j'aurais envie en fait de foutre le nez dedans et d'être le premier à craquer cette problématique de transformer une marque personnelle. Et ça devient Théo Decrypt. Ouais. Mais non, mais en fait, à un moment, ce mec-là, il peut devenir le monde. Ça veut dire demain, ça peut être la source d'information numéro 1. Bien sûr. Et ça va prendre. Il va falloir attendre les années parce qu'il va falloir qu'il chope la crédibilité des médias, etc. Et c'est un challenge qui est intéressant. En tout cas, il a réussi à craquer l'aspect actualité en fait en termes de contenu, ce qui est potentiellement le sujet le plus difficile à traiter, tu vois, parce que c'est des sujets quotidiens, c'est comment tu traites l'actualité, tu vois, enfin c'est
Mais je comprends pas comment il y a ça. Chaque jour où je vois sa gueule dans une vidéo, je suis là, putain, il est toujours là. Ouais, Il est pas mort, pas en burn-out, mais tout comment il TikTok, fait? tiens, oh putain. Et après, je me dis, mais tu travailles pas assez Théo en fait. Genre, il dort jamais ce mec. Non, mais il y a une belle équipe là quand même derrière. Mais t'imagines, en c'est fait, un bosseur. pas... C'est un Il fait bosseur. quoi comment il fait quand il a la chiasse? Une journée, il est KO, le au lit, il enregistre en fond vert. l'actu, elle l'attend pas. Hein. Genre, désolé les potes, il n'y a pas de vidéo aujourd'hui, je suis en train de chier. Non, mais par contre, je crois qu'il y a du contenu créé par son équipe aussi parfois. Je crois que tous les J'en ai pas, contenus, honnêtement, il en parle à chaque fois, il dit ouais, si ça marche et tout. avec Dans les peut-être une podcasts, voix off, on voit personne. Je sais plus, je le vois pas ce contenu, peut-être que je me trompe. Je sais pas trop. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée? Ah, elle est super cette question déjà, donc je la poserai aussi dans les chaussures, elle est bien. C'est des questions d'entretien d'embauche, ça. Ouais. Ces questions à la fin, parce qu'en gros, ça t'emmène vers quoi? Est-ce que c'est des sujets où tu veux briller? Tu m'as pas demandé quelle boîte j'aurais monté si j'avais pas monté Kodak. Ah oui, carrément. Est-ce que tu aurais monté une start-up? Je sais pas, parce qu'en fait, c'est hier, on a enregistré avec Justine et Mathieu, du coup, l'a posé à Justine et ça a donné une réponse. Enfin, c'était un putain de débat. Donc, c'est très, très bonne question. Et du coup, non, est-ce que j'avais répondu? Oui, j'avais répondu que j'aurais monté un média, en fait, aussi. J'aurais monté un média avec un business model. Parce que j'ai l'impression qu'aucun des médias n'a un business model hyper rentable. Et j'aimerais bien craquer ce truc. Ouais. D'avoir quelqu'un qui gagne de l'argent et pas t'es obligé de te faire financer par des milliardaires qui vont du coup dicter ta ligne éditoriale. Ce qui est le cas de 100% des médias. Ouais, c'est pour ça que Codecrypt, il a un truc à jouer et que ça va devenir de plus en plus dur. Jusqu'à ce qu'il se fasse racheter par... Il va être au cœur de plein d'intérêts, parce que la politique, en fait, tu te rends compte que c'est à la fin... c'est ce qui drive quand même... J'ai une réalisation il n'y a pas longtemps aussi, c'est qu'en fait, la plus grosse entreprise de France, c'est l'État. Avec un business model hyper scalable, pourcentage du spend, genre c'est génial, pourcentage du revenu, et t'as le monopole de la violence. Si demain tu payes pas, tu en tôle. Et en fait, je me dis du coup, ok, ça veut dire que c'est cette personne-là la plus puissante qui permet au président d'accéder à la présidence, quand bien même ce serait le président, bon aujourd'hui c'est lui quand même, parce que même si le pouvoir est séparé, et c'est les médias. Et donc en fait, finalement, c'est pour ça que tous les milliardaires sont dans les médias, c'est parce que tu as un impact direct, tu as un accès au pouvoir. Quasi indirect, si tu investis dans le bon média, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, plus tu vas avancer, plus je pense Hugo il va être au cœur de querelles de puissance internationale, tu vois. Parce que ça a et c'est respectable, tu vois. Plus il reste indépendant longtemps, plus ça va être ouf. Ou alors il va falloir qu'il fasse rentrer les bonnes personnes. C'est pour ça que j'aurais bien aimé le racheter si j'avais un chéquier énorme, mais il accepterait pas. C'est vrai que le côté média, vu que tu touches le grand public, t'as une puissance c'est-à-dire que le jour où tu délivres un message particulier, ce message-là potentiellement peut créer d'autres choses, quoi. Assez impactantes sur... En fait, t'as l'attention des gens. Ouais, c'est ça. Et donc ça c'est un maxi pouvoir. Et c'est d'ailleurs un sujet aussi intéressant, celui sur l'attention, parce que tu peux penser aussi que parfois Hugo a l'attention des gens. En fait, c'est pas Hugo qui a l'attention des gens, c'est YouTube. Et ça fait parfois une petite différence que YouTube essaie bien souvent de te faire oublier. Mais tu vois, par exemple, sur Instagram, quand il n'y a plus de reach organique, tu te rends compte qu'en fait, maintenant, tu possèdes pas ta communauté, elle est Instagram. Ouais. Elle ne t'appartient pas. T'as des recos, entre les recos, les sponsors, etc. Aujourd'hui, ton feed, il est coupé, quoi. Si Instagram décide que tu touches plus ta communauté, il ruine ton travail. Donc, faut choper des emails, les potes. C'est le et des numéros de téléphone. Le type de fin d'épisode. Il me reste 2 questions. Quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour de futurs épisodes? En 2023, tu vois, pour toi, c'est qui les entrepreneurs à aller chercher? Toi, tu ne fais que du français parce que j'avais des Américains. Francophone, mais oui, effectivement. Mais potentiellement, on aimerait un jour, tu vas lancer un format anglais. Ce sera un objectif à terme. Parce que le jour où tu reçois... tu vois qui est Alex Hormozy ou pas? Ça me dit un truc. Un youtubeur qui est en train de tout péter en termes de contenu, et un youtubeur entrepreneur. Okay. C'est en train d'être l'un des plus gros. Moi, je regarde beaucoup de contenu américain. Pour 2024. Bon, probablement énorme, encore plus gros. Entrepreneur, j'en ai plein. Honnêtement, je vais te recommander des gens avec lesquels j'ai déjà discuté parce que qui sont ouf. Damien Morin, honnêtement, c'est un mec humain que t'as pas encore reçu? Non. Il me semble. Ouais. Donc, lui, c'est une crème. Et il a vraiment un impact sur comment tu penses après, parce qu'il a vécu des trucs que pas grand monde a eu la chance ou la malédiction de vivre. Donc ça en fait un personnage très intéressant. Ok, un bon recadrage, quoi. Voilà, il a pris des teutards énormes. Et on l'a rencontré parce qu'il est client Kodak, du coup, avec Mobile Club. Et depuis... bref. Ok.
Et ma dernière question, c'est quoi pour toi un entrepreneur? Je vais le prendre dans le sens que c'est... tu peux qualifier d'entrepreneur les gens qui ont le plus gros biais vers l'action dans une situation donnée. C'est-à-dire que quand tu as un problème, j'en sais rien, tu vois, la planète, elle se réchauffe. Ce qui est le cas. Ouais. Mais enfin, en termes de problème que je choisis pour le traiter, tu vas avoir différentes façons de régler le problème. Tu vas avoir le politicien qui va dire qu'il faut faire une loi pour forcer les trucs, etc. Et tu vas avoir les entrepreneurs qui vont dire attends, ok, bon, a priori j'ai pas trop de contrôle, c'est quand même long. Je vais essayer de faire une boîte où les gens n'auront pas d'autre choix que finalement de faire un truc qui sera sympa. Et donc pour ça, il faut que j'agisse. C'est le plus entrepreneur pour moi de la bande. Enfin, t'as pas les entrepreneurs et les pas entrepreneurs, je pense. T'as des degrés d'entrepreneurs et donc de personnes entreprenantes. Et je dirais que son entrepreneur, le top 1%, là, c'est ceux que j'admire. Ok, bah écoute, ça va être les mots de la fin de cet Merci échange. beaucoup, François. C'était très cool. Franchement, j'ai beaucoup apprécié cet échange. J'espère que ça t'a plu. Toi qui nous as regardé et qui nous a écouté aussi, ça t'a plu. Et on te retrouve sur tous tes réseaux sociaux. On mettra tous les liens en description, même si t'as une très grande communauté déjà. Et je prends tout ce que tes auditeurs peuvent venir. Hâte de voir les futurs épisodes de ton podcast et de voir la suite de tes aventures, tout simplement. Merci beaucoup. C'était un plaisir de discuter avec toi. Merci à toi. Comme attendu. Salut Théo. Ciao.